Moteur! Allons-y! Moteur! Oh putain, moteur! Chers amis auditeurs, amis cinéphiles, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée et bienvenue dans ce moteur, le retour de notre émission cinéma avec bien sûr notre doc ciné maison, Louis Gohim, salut lui. Chers amis auditeurs, salut FX, salut à vous. Alors mon cher Louis, pour ce retour de moteur pour cette saison 2021-2022, on va avoir une émission qui sera placée sous le signe de la poudre, sous le signe des dollars, sous le signe du bitume, qui va rencontrer les mots d'amour et les promesses pour la vie avec une ribambelle de flics aux trousses de fugitifs, puisque cette émission s'appellera Flingue, Love et Asphalte, à la poursuite du road movie amoureux. Comme vous avez pu le voir, chers auditeurs, sur le visuel, on va parler donc de l'amour, on va parler de cet amour pour toujours, on va parler donc de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de prendre la route, de prendre les flingues et de vivre leur amour de façon intense et dangereuse, donc de façon brève. Je ne sais pas si on sera aussi bref, et qui prennent le large aussi. Je ne sais pas si on sera bref, c'est pas notre style, mais on essaiera en tout cas d'aller droit au but. Bien, pour commencer donc cette émission, on va démarrer, on va faire une petite liste tout d'abord pour essayer de cadrer un petit peu le sujet et de vous faire comprendre où est-ce qu'on va aller. On va parler bien sûr de grands classiques du road movie. Alors les Lorrains pur sucre et ceux qui grincent des dents dès lors où ils entendent de l'anglicisme, là vous nous excuserez, on n'est plus dans la dernière émission avec Patrick Devers dans du cinéma français, là ça va être du cinéma très américain, il y aura du cinéma français mais ça va être très américain. Et puis Baudelaire utilisait des anglicismes, donc à un moment donné, merde, ça fait partie de nos traditions aussi. Voilà, donc de temps en temps, bon, on peut se permettre, n'oublions jamais de toute façon que l'anglais vient du français. Donc, Et puis de toute façon, le road movie est très lié aussi au grand paysage, et donc c'est typiquement américain, donc on va être obligé de parler un peu de ce qui se passe outre-Atlantique. Et on va aussi divulgacher, pareil vous nous excuserez pour ceux qui n'ont pas forcément vu les films, en tout cas on espère qu'on va vous donner envie de les voir. Alors, mon Louis, fais-nous une petite liste, comme ça on saura un petit peu quel est le type de route qu'on va prendre. Alors moi j'avais noté pour commencer quelques road movies, quelques titres de road movie qui n'étaient pas forcément liés à l'amour et aux flingues, mais qui étaient intéressants. C'est pas forcément des films sur lesquels on va s'étendre et qu'on va traiter, mais quitte à ce qu'on parle de road movie, si les auditeurs ont envie de voir ces films-là, bon j'en propose quelques-uns. N'hésitez pas d'ailleurs à compléter la liste en commentaire. Pêle-mêle, j'avais noté, dont on avait déjà parlé d'ailleurs dans le précédent numéro de Moteur, La fille du 14 juillet, qui est un film où ils prennent la route, un film de vacances. Les valseuses, évidemment, de Bertrand Blier. On en a parlé dans notre émission de Devers. Exactement. Saint-Amour de Kervern et de Lépine. Fou d'Irène, mine de rien, avec Jim Carrey, est un road movie. C'est vrai. Donc on aura peut-être l'occasion de développer dans une prochaine émission. Donc, on fera un truc sur Jim Carrey. On se le réserve, on se le réserve. Las Vegas Parano. Road movie aussi. Pee-wee's Big Adventure, le premier film de Tim Burton en 85, avec Pee-wee Herman qui part à la recherche de son vélo. Les Blues Brothers de John Landis. Les films de Kevin Smith comme Dogma ou Jay et Silent Bob contre-attaque, où ça prend la route aussi. Évidemment Easy Rider de Dennis Hooper, et évidemment Paris, Texas de Wim Wenders, et d'une certaine manière aussi Lolita de Stanley Kubrick, est une forme de road movie. Voilà, donc vous l'avez compris, on va ajouter à cela, puisque il faut toujours choisir, la vie malheureusement c'est une succession de choix. On va ajouter à cela quelque chose qui a peut-être pas dans les films que vient d'énoncer l'ami Louis, mais on va ajouter le petit truc de l'amour. C'est-à-dire que là il y a de la route, mais il y a aussi le danger, et puis évidemment le côté rencontre de deux âmes qui décident de tout plaquer, d'envoyer tout valser pour finalement vivre l'amour de façon intense. Alors, c'est du cinéma très américain certes, mais on va commencer par un film français.
Et non des moindres, que ça nous permet au passage de réitérer, car nous l'avions fait dans Chemin de combat, mais il me semble que nous n'avons pas encore eu l'occasion de le faire dans Moteur, un petit hommage à Jean-Paul Belmondo, notre bébel national qui nous a quittés récemment, et qui avait tourné dans un road movie qui en a d'ailleurs inspiré ô combien derrière, puisque Tarantino a beaucoup pioché dans l'univers visuel, l'esthétique visuelle de ce film. C'est Pierrot le fou de Jean-Luc Godard. Tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solide et insolite, beau comme tout. Pierrot le fou. C'était un film d'aventure. Ah, quelle terrible 5 heures du soir. C'était un roman d'amour. Nous vîmes des paysages d'hiver et des paysages d'été. Compère, vous mentez. Compère, qu'as-tu vu? J'ai vu le café où Van Gogh un soir terrible a décidé de se couper l'oreille. Une saison en enfer. Un poète qui s'appelle Revolver. Robert Browning. M'échapper. Jamais. Bien aimé. Tant que je serai moi. Et que tu seras toi. Cela ressemble trop à la fatalité. Et Godard est évidemment d'accord avec toi sur le fait que Tarantino l'a pillé. On l'avait dit d'ailleurs, je crois, c'était le tout premier moteur. Comment il l'appelait? Le faquin, c'est ça? Le faquin, oui, ça c'est pour les auditeurs qui suivent en parallèle les émissions d'Anal Génocide. On avait dit à Godard que Tarantino avait appelé pour lui rendre hommage sa boîte de production Bande à part, et puis Godard avait répondu il a rien payé. Ouais, effectivement, c'est un faquin. Alors tu peux, je vais être honnête, je ne l'ai vu qu'une seule fois, Pierrot le fou, tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est le film là? Alors je l'ai vu une seule fois aussi pour tout te dire, mais on va en parler quand même. C'est l'histoire de Ferdinand Griffon, qu'une ancienne copine à lui appelle Pierrot. Donc Ferdinand est évidemment joué par Belmondo et l'ancienne copine qui s'appelle Marianne Renoir. Les noms sont assez intéressants dans ce film. Et jouée par Anna Karina. Et en fait Belmondo, donc Pierrot vit une vie un peu pépère au début, il se balade sur les quais, il achète des bouquins, il rentre chez lui, une vie un peu mondaine et tu sens que ça l'ennuie un petit peu. Et finalement il va revoir cette nana qui s'appelle Marianne et puis il va décider de quitter sa femme, elle va quitter son mari, ils vont le tuer d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et ils vont prendre la route au hasard. C'est un film qui est totalement libéré, totalement punk pour l'époque, un feu d'artifice de couleurs. D'ailleurs, le film date de 65 et s'inscrit vraiment esthétiquement, visuellement dans tout ce qui est années 60-70, où c'est très très coloré. C'est pop. C'est très pop, ouais, exactement. Et donc voilà, il se permet aussi pas mal d'outrance en termes narratifs, et d'ailleurs des choses qui seraient même quasiment plus acceptées aujourd'hui, c'est-à-dire que toute la gauche aujourd'hui se pâme sur Pierrot le fou en disant c'est un film libre, c'est un film extraordinaire, peut-être, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même dans le film une scène de yellow face pour le coup, pas de blackface, où Anna Karina singe un Viet Cong, et avec un accent que ne renierait pas Michel Leb. Ouais. Alors il y a une très belle scène sur le port avec comment s'appelle-t-il, avec Raymond DeVos évidemment, où il joue quasiment un sketch il fait quasiment un sketch de Raymond DeVos à Belmondo, et puis évidemment les références littéraires à Céline et à Rimbaud. Donc les deux auteurs qui ont changé la face de la littérature française dans les deux derniers siècles. Enfin, je veux dire, on a pu écrire de la poésie pareil après Rimbaud et pu écrire de la prose pareil après Céline. Et c'est évidemment pour ça que Belmondo dans le film s'appelle Ferdinand. Et d'ailleurs, il y revient toujours, puisque Anna Karina, ça c'est un running gag du film. Anna Karina, à chaque fois, l'appelle Pierrot et il lui répond toujours « Je m'appelle Ferdinand ». Et c'est une réplique, un échange, Pierrot, je m'appelle Ferdinand, qui revient 50 fois dans le film, au point qu'au bout d'un moment ça n'a quasiment plus de sens. Mais le film est vraiment génial et il se termine en apothéose, dans une explosion de couleurs pour le coup. La fameuse, c'est la ceinture de dynamite, c'est ça? Ouais, exactement. Avec le visage peint en bleu, une première rangée de dynamite jaune, une deuxième rouge, qui rappelle donc quasiment le drapeau français. Un bleu, bon c'est jaune pour le coup, mais c'est une couleur claire, donc bleu, blanc, rouge. Et puis voilà, bon, ça se termine par une explosion. Voyez ce qui se fait exploser, pour ceux qui n'ont pas vu le film,
Ça reste c'est sans doute un des meilleurs Godard, un des Godard les plus accessibles, les plus libres, les plus fous, peut-être avec À bout de souffle. Et c'est avec ces films-là vraiment que Godard a révolutionné le cinéma, sans aucun doute. Et alors, ce que je trouve intéressant, là c'était une mise en bouche, mais c'est toujours rigolo de voir qu'on part d'un film français pour après parler de cinéma américain. On a cette mise en bouche avec Pierrot le Fou. Peut-être que les autres films ont un truc en plus, effectivement, comme tu le rappelais tout à l'heure. On n'a pas la dimension géographique en France, et c'est ça que les Américains, à mon avis, vont apporter en plus. En France, on a une dimension très campagne. Quand on regarde des films, des road movies français comme Pierrot le Fou ou Les Valseuses qu'on citait tout à l'heure, c'est toujours les types vont toujours de petit village en petit village, et on voit que en général ils font escale dans des troquets par exemple. C'est très cette ambiance-là. Là où les Américains vont plus être dans des grands paysages, genre Route 66, et eux ils vont plutôt faire escale dans des motels ou dans des stations essence, des diners. Ça tombe très bien puisque tu m'as aussi donné la transition. On va parler d'un autre film maintenant qui, même si on a parlé de Pierrot le Fou précédemment, qui à mon avis pour moi est l'inauguration du road movie amoureux, c'est bien sûr Bonnie and Clyde. What's it like? What you mean, prison? No. Armed robbery. Ain't like anything. Shoot, I knew you never robbed the place, you faker. Honey? Please, honey. Don't never leave me without saying nothing. That's Bonnie, Faye Dunaway. That's Clyde, Warren Beatty. Film américain réalisé par Arthur Penn en 67. Et il se trouve d'ailleurs que Arthur Penn était un grand amateur du cinéma européen, dont la Nouvelle Vague à l'époque, puisque en 67 on est en plein dedans. Ça fait partie des films qui inaugurent le nouvel Hollywood, qui est la Nouvelle Vague version américaine. Qu'est-ce que c'est que l'histoire Bonnie and Clyde ? Bon, je pense que les auditeurs sont au courant un petit peu de l'existence de ces personnages. En gros, on a une demoiselle qui s'appelle Bonnie Parker, qui s'ennuie ferme, qui vit dans un bled perdu, qui est une petite serveuse. Charmante Faye Dunaway. Qui est jouée par Faye Dunaway, une belle blonde assez fine comme ça, mais qui a un visage très particulier, un peu fascinant je trouve. Un peu anguleux comme ça. Il se trouve qu'un jour, donc, cette Bonnie Parker, alors qu'elle surprend un petit trou du cul qui essaye de piquer la voiture de sa mère, lui demande mais qui êtes-vous, qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce que vous faites là, etc. Et le mec se présente, c'est Clyde Barrow, qui est joué par le beau gosse qui était, comment il s'appelle, Warren Beatty, merci. Qui est aussi le producteur du film. Voilà. Et à partir de là, les deux personnages qui s'ennuient d'ailleurs l'un comme l'autre se rencontrent. Et là, ça commence souvent comme ça, c'est la rencontre de deux âmes. Et effectivement, c'est une des premières caractéristiques du road movie, c'est l'ennui. C'est-à-dire qu'on a affaire bien souvent à des jeunes gens qui s'emmerdent, qui vivent dans un bled ou bref, un endroit perdu, oublié du bon Dieu, qui finalement se disent après tout, pourquoi pas, prenons la route, on verra bien. Alors la particularité, déjà, c'est que ça se passe dans les années 30, on est en pleine Grande Dépression. Donc le crime et la possibilité de gagner de l'argent rapidement est quelque chose d'assez couru. Je ne veux pas faire l'historique de Clyde Barrow et de Bonnie Parker. En tout cas, le film présente ça presque comme un western. Ah oui, au niveau de l'ambiance, c'est un western. On a des voitures qui sont évidemment les voitures de 1930, donc c'est des vieux tacos, mais ça pourrait aussi bien être des diligences. Et puis la musique est très country aussi. Enfin, on a vraiment cet aspect western. On va voir aussi qu'il est fort probable que le road movie amoureux, mais en tout cas le road movie n'est plus ni moins c'est le western moderne, quoi. C'est le western du 20e siècle. C'est ça. Où les gars ont remplacé les chevaux par les bagnoles, et puis les Colts sont remplacés par des Thompson, quoi. Donc le film c'est assez simple finalement. Donc, ils se rencontrent,
Ça commence par des petits braquages dans les stations-service, et puis là, finalement, le Clyde a un frère aîné qui est joué par Gene Hackman, qui s'appelle Buck, et qui a une épouse qui, elle, s'appelle Blanche, et il décide finalement de s'associer au gang. Bon, et ça va de braquage en braquage. Avec un cinquième larron. Et il y a un cinquième larron. CW, ouais. Je sais plus comment. Alors, il s'appelle CW, j'ai plus le nom non plus. Mais en tout cas, il y a un petit jeune, voilà, c'est le petit jeune qui lui est en charge de conduire les bagnoles. Donc tout ce petit monde forme un gang. Et au fur et à mesure du temps, la violence ne peut aller que crescendo. Et ça fuse, ils se font poursuivre de partout. Et ils ont un ennemi juré, en l'occurrence, qui est le Texas Ranger Frank Hammer, qui lui s'est juré de les retrouver. Pour se venger d'une humiliation qu'il lui avait fait subir. Et donc les choses vont aller de mal en pis. Le frère de Clyde, Buck, va se faire tuer. Sa femme va être blessée et rendue aveugle. Et c'est elle qui va finalement vendre la mèche. Alors, en donnant le vrai nom justement du petit jeune, la CW, qui va être finalement le déclenchement au fait que les pauvres Clyde et Bonnie vont se faire choper. Dans cette scène, alors on l'a dit, on va spoiler, hein, on va divulgacher, désolé, mais dans cette scène particulièrement violente, je l'ai revu très récemment justement, et effectivement, même encore aujourd'hui, je trouve que la scène n'a pas vieilli, la scène est particulièrement violente. J'ai revu récemment aussi, les scènes d'embuscade dans le film sont sont extrêmement violentes. C'est très violent, très sanglant, et c'était aussi ça qui marquait. Très graphique d'ailleurs pour l'époque, on est quand même en 67, des effusions de sang comme ça. D'ailleurs c'est marrant parce que le film avait eu, les producteurs trouvaient problématique la première scène du film, alors pour le coup pas pour une question de violence mais pour une question de sexualité, d'impudeur, parce qu'on voyait Bonnie nue dans sa chambre, et en fait les plans avaient l'intelligence de ne jamais montrer sa poitrine, mais ils la suggéraient tellement que les producteurs devant le film étaient persuadés de la voir. Et en fait, ils disaient au réalisateur, mais en fait, vous pouvez pas faire ça, vous montrez sa poitrine, alors que techniquement, on ne la voit jamais à l'écran. Et c'est aussi la force de suggestion de certains réalisateurs. Puisque tu parlais du Nouvel Hollywood, c'est un peu ce qui va caractériser ce Nouvel Hollywood, c'est-à-dire une forme d'esthétisation de la violence, et avec saupoudré effectivement de sexe, quoi. Mais suggéré. C'était un des scénaristes du film, je crois, qui avait dit dans la plupart des films, les personnages ne rendent pas la monnaie quand ils vont au restaurant. Moi, j'ai voulu faire un film dans lequel les personnages rendaient la monnaie. Voilà. En tout cas, c'est un film qu'on ne peut que vous conseiller, que j'apprécie tout particulièrement parce que, déjà, Bonnie and Clyde, c'est vraiment l'inauguration de deux amoureux éperdus, de deux jeunes gens, parce qu'ils sont très jeunes, hein, qui effectivement vivent dans ce grand état. Ça rappelle d'ailleurs l'histoire, parce qu'on parlait du Far West, le Texas énorme. Enfin, le Texas, c'est l'équivalent d'un pays, je veux dire. Donc c'est un grand état, c'est cette grande géographie, ces longues routes, ces espaces désertiques, ces grandes plaines, et cette possibilité justement, quand on a braqué une banque, de fuir dans un autre état pour échapper à la police. Donc ça, évidemment, c'est très américain. Et parce qu'on parlait donc aussi du Nouvel Hollywood, le film devait pas marcher, ça va être un succès énorme, et ce qui va permettre, ça va être l'ouverture après pour des tas et des tas de réalisateurs, des Coppola, Brian De Palma et compagnie. Voilà. Que dire d'autre sur ce film? Si je peux rajouter deux choses du coup sur ce film, c'est que déjà ça introduit un thème qu'on va avoir l'occasion de développer tout à l'heure dans l'émission, mais qui est déjà en germe dans ce film-ci. C'est le rapport des bandits finalement qui comportent à la fois les braqueurs et les serial killers aux médias, puisqu'à un moment donné on voit dans le film que Bonnie et Clyde comprennent que les médias non seulement font d'eux des stars, mais en plus gonflent un petit peu leur CV, parce que finalement à la fin du film on se rend compte qu'ils n'ont pas fait grand chose, quoi. Il y a eu 3-4 braquages et puis 2 embuscades, et finalement c'est déjà la fin. Et ils ont une réputation, les médias leur ont fait une réputation qui va bien au-delà de ça, et qui fait d'ailleurs que certaines personnes croisent leur route et sont presque admiratifs, là où on a affaire à des gens qui sont supposés être des parias de la société. Ce qui va d'ailleurs faire écrire à Bonnie, alors je sais pas, j'ai pas eu le temps de chercher si c'était un poème authentique ou pas, mais elle écrit ce poème qu'elle récite à la fin du film, et dont Gainsbourg va s'inspirer pour les paroles de la chanson Bonnie and Clyde.
Et si je devais conseiller le film à nos amis auditeurs pour une scène, moi j'aime beaucoup toujours les scènes un peu particulières qui détonnent un peu avec les films, c'est la scène dans laquelle il y a Gene Wilder, dont on n'a pas parlé, mais qui a un petit rôle aussi dans le film. Alors Gene Wilder, pour ceux qui ne voient pas qui c'est celui qui joue Willy Wonka dans la première version de Charlie et la chocolaterie, la version Disney, qui est une comédie musicale, et là il a un rôle où en fait il bécote une nana, non, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Il se fait piquer sa voiture. Exactement, et donc il va rattraper le gang Barrow qui lui a piqué sa voiture, et finalement ils vont se faire kidnapper, quoi. Et il va se lier le temps d'une courte scène, je crois qu'elle fait 3 minutes, c'est vraiment une scène très courte, une espèce de début d'amitié entre les deux, où finalement ils vont se parler d'homme à homme, et en oubliant les flingues, on se rend compte qu'on peut rigoler, quoi. Et bon, bah, je divulgage la scène, hein, tant qu'on en est à divulgacher. Gene Wilder va finir par... chacun se confie, découvre, en fait. Voilà, ouais. Ce que vous faites dans la vie, quel âge vous avez, etc. Et Gene Wilder finit par avouer qu'il est croque-mort, Undertaker. Et Bonnie, il voit un mauvais présage, et donc ils sont sortis de la voiture, et finalement ils se font quand même piquer leur tir, mais en tout cas il leur arrive rien. Et c'est une scène assez symptomatique, je trouve, de ce film, qui résume un petit peu l'esprit de c'est des braqueurs, mais finalement c'est des gosses, et puis ils peuvent se lier d'amitié avec n'importe qui. Très très bonne scène, très très bon Gene Wilder. Et on l'a dit, on vous le recommande, c'est vraiment un film très très moderne, tu l'as dit, par rapport aux médias, où effectivement déjà à l'époque, c'est pas qu'on encense, mais le fait de rendre un peu glamour les braqueurs et les voyous, on est déjà dans quelque chose de très moderne. Et puis en plus de ça, en France, la chanson de Gainsbourg a permis d'iconiser le film. D'iconiser totalement le film, et puis d'en faire un truc très, très générationnel, quoi. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment a-t-il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est... Bonnie. Au-delà justement de la glamourisation, il y a quelque chose qui, moi perso, me touche beaucoup, c'est cette spontanéité, cette sincérité, cette rencontre entre deux âmes qui décident de vivre leur amour quoi qu'il en coûte, et à la fin ça finit par coûter très cher. Donc voilà. Moi ce que j'avais noté là-dessus, c'est que finalement les road movies amoureux, donc celui-ci et tous ceux qu'on va développer après, c'est des films qui sont des odes à la liberté finalement. Les personnages se réapproprient une forme de liberté déjà par le moyen de transport, pour commencer. Nous qui sortons d'une période un peu compliquée où on a été assigné à résidence, on sait ô combien la liberté dépend de la capacité à bouger. Et donc, quand on est libre, c'est ce que montrent ces films, en tout cas, on vit réellement, on n'est plus dans la survie ou dans l'attente de quelque chose, enfin on vit, et donc dans des films où la vie n'est pas niée, et la mort n'est pas niée non plus, donc c'est logique que très souvent ça se termine par la mort. Et on va voir d'ailleurs que c'est pas le seul film qui se termine comme ça. Après Bonnie and Clyde, je vais vous parler maintenant de la balade sauvage, Badlands. He was 25 years old. He combed his hair like James Dean. She was 15. She took music lessons and could twirl a baton. For a while, they lived together in a treehouse. In 1959, they murdered a lot of people. Love is strange. Lot of people take it for a game. Film américain qui lui est réalisé par Terrence Malick. Donc toi, Terrence Malick, tu peux en parler encore mieux que moi. Donc c'est vraiment le réalisateur des grands paysages et de cette espèce de suspension du temps et de contemplation. De toute façon, oui, il a presque inventé un style de réalisation qui est une réalisation très aérienne, où la caméra adopte quasiment le point de vue du ciel plus que le point de vue de la terre.
Et la balade sauvage d'ailleurs raconte aussi l'histoire d'un couple réel de tueurs très très jeunes qui étaient un petit peu des espèces de post-Bonnie and Clyde. Je sais pas exactement d'ailleurs à quelle époque ça se passait, est-ce que c'était avant ou après? Je crois que Alors c'est dans les années 50. C'est un peu après. Alors le film, donc La balade sauvage, lui sort en 73, donc on est vraiment là ça y est, on est vraiment de plein pied dans le nouvel Hollywood. C'est le premier film de Terrence Malick, à mon sens d'ailleurs le plus accessible. Les autres, ça part déjà... Bon, faut aimer. C'est le film de Terrence Malick avec le style de réalisation le plus traditionnel. Voilà, disons que c'est une bonne porte d'entrée. Alors, qu'est-ce que ça raconte, La balade sauvage? C'est l'histoire de Kit et Holly. Kit Carruthers, donc c'est une fois encore un jeune qui s'ennuie, qui s'emmerde, qui ramasse les poubelles et qui un jour, alors que il en a un petit peu plein le dos, il décide de laisser tomber ce boulot parce que ça le saoule, ni plus ni moins. Qui est joué par Martin Sheen. Qui est joué par Martin Sheen. 5 ans avant Apocalypse Now. Voilà. Donc le père de Charlie Sheen, et qui en plus, on va développer ça, mais il a un look particulièrement James Deanien, c'est-à-dire que... mais ça, vous allez comprendre pourquoi. Et donc un jour où il s'emmerde, où il laisse tomber son boulot de ramasseur de poubelles, il croise une petite nénette, Holly, donc, qui a 10 ans de moins que lui. Lui, il a 25 ans, il en a 15. Alors qu'il est en train de s'exercer avec son petit bâton de majorette, c'est toujours... à l'américaine, ces grandes rues, et cette espèce, pareil, ce temps suspendu. Le film est censé se dérouler dans les années 50. Hein. Et ce temps suspendu où finalement tout est beau, il n'y a rien, il n'y a pas un papier qui traîne, les arbres sont fleuris, etc. Et puis, ils commencent à discuter, ils s'entendent bien, lui est assez taciturne, elle plutôt silencieuse, mais c'est la rencontre des âmes, un peu comme Bonnie and Clyde. Et on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, donc à savoir un bled endormi où règne l'ennui. Là, ça se passe dans le Dakota du Sud, donc pareil, un état très vaste où c'est l'état des grandes plaines, quoi. Et les amoureux finalement se découvrent. Ils sont quand même des paumés. Ils sont des paumés. On retrouve toujours la même chose, toujours les mêmes caractéristiques, des paumés. Et alors que... Holly, qui est d'ailleurs joué par Sissy Spacek, ouais. qui jouera Carrie quelques années plus tard. Ouais. Pareil, un physique particulier. Ouais, un physique assez atypique, ouais. Mais... Visage, particulier. Une rouquine, quoi. Vraiment, pour le coup, le stéréotype de la rouquine, mais qui peut avoir son charme. Je trouve qu'elle ressemble à Greta Thunberg. Ah, tu trouves? Ouais, je trouve qu'elle ressemble à Greta Thunberg. Un petit peu, ouais. Regardez le film, vous verrez. Donc l'ennui, bien sûr. La rencontre des âmes et la figure de la rebellitude, puisque Kit est un amoureux transi de James Dean. Et James Dean, depuis les années 50, c'est la grande figure du rebelle, hein, la fureur de vivre, le rebelle sans cause, etc. Avec le jean, le t-shirt un peu serré, le blouson rouge, etc. Bon, et là, on est vraiment là-dedans, hein, la mèche de cheveux redescendue. De toute façon, l'Amérique a donné deux grandes figures qui, même si peut-être qu'aujourd'hui on est passé dans une autre Amérique, mais elle a donné deux grandes figures de rebelles, hein, c'est James Dean et Elvis. Et d'ailleurs, Elvis, on va le retrouver dans d'autres films. Et d'ailleurs, si on veut faire la synthèse des deux, ça donne Marlon Brando. Et faire un lien très rapide avec Bonnie and Clyde, parce que du coup ça m'y fait penser. Quand Warren Beatty montait le projet, allait voir les maisons de production, démarcher pour que le projet puisse se faire, il discutait un peu de ça autour de lui, et il disait qu'il avait une frustration, c'était de ne pas être considéré à la hauteur de Marlon Brando et James Dean, et pour lui il devait être un playboy au même niveau, et il a essayé de faire ce film entre autres pour ça, quoi. Et si nous revenons donc à nos deux tourtereaux, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, pareil, un schéma assez classique, hein, il y a une différence d'âge. Et le père donc de la jeune Holly, lui, refuse totalement cette relation, alors qu'il sur un coup de colère, il va même il tue son chien. Je trouve que c'est très cruel, moi j'aime pas quand on tue les chiens. Il tue son chien, et la pauvre va rapporter la chose à son cher et tendre. Et puis arrive ce qui devait arriver, donc le Kit va tuer le père, et là ils n'ont pas le choix, ils prennent la route. Et ça va être une cavalcade et une course folle jusqu'à un endroit dans le Montana qui s'appelle Badlands, donc
le mauvais endroit, ou l'endroit maudit si vous préférez. L'endroit maudit, c'est pas mal. L'endroit maudit, ouais, ça me semble plutôt bien. Alors ce que j'aime dans ce film, c'est que je pense que c'est du cinéma qu'on ne verra plus, puisque on a une façon très simple et finalement très douce, pour un sujet quand même assez violent, d'aborder la narration, d'aborder l'image, puisque, bon, on l'a dit, hein, c'est Terrence Malick, même si on n'est pas encore dans les grands formats, les plans qui durent, les plans séquences qui durent 20 minutes sur des champs, etc. On est déjà dans quelque chose d'un peu onirique, de très doux, de parfois très tendre, alors que les personnages ne sont pas forcément très, très câlins, etc. Quand je dis on verra sans doute plus ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est peut-être dans quelque chose de plus violent au niveau de l'image, mais surtout de plus violent au niveau des rapports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on verra beaucoup plus des scènes de sexe, etc. Là non, là il y a quelque chose de... On est presque dans le domaine du rêve. D'ailleurs, il y a le narrateur du film, c'est Holly, c'est Sissy Spacek. Elle dit à un moment, il voulait mourir avec moi et je rêvais de me perdre pour toujours dans ses bras. Donc on est vraiment là dans... Oui, c'est de l'eau de rose, mais c'est de l'eau de rose qui est très violente et qui ne peut que se terminer assez mal. C'est une sorte de rêve meurtrier. Tout le film est saupoudré d'une musique très particulière, qui est la musique de Karl Orff, qui s'appelle Casanauer. Les germanistes me corrigeront. Très douce, au xylophone, voilà, qui fait penser à une sorte de rêve un peu nuageux, et on t'en va reparler puisque elle concerne un autre film qui viendra un peu après. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce film, si ce n'est que c'est un film qui va énormément marquer aussi, au même titre que Bonnie and Clyde. Il va notamment marquer un certain Quentin Tarantino. On va en reparler juste après. Et ça va être une émission très Tarantino. C'est très Tarantino. C'est très tarantinesque, hein, même si je ne l'aime pas. Mais le bon côté de Tarantino. Mais le bon côté. Le côté où il ne fait qu'écrire et voilà, où il ne réalise pas. Là, c'est ça. Et puis on l'a un peu évoqué, mais on terminera là-dessus. Le côté touchant entre guillemets du film, je mets des gros guillemets, hein, c'est que Badlands reprend donc une histoire vraie, à savoir l'épopée meurtrière d'un certain Charles Starkweather, qui dans les années 50 donc a rencontré une certaine Caril Ann Fugate, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, et ils se sont lancés dans cette espèce de course perdue où ils étaient vraiment tout jeunes. Ils ont semé la barre, oui, c'était des gamins. Je crois que lui avait 18 ans et qu'elle avait 14 ans, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment des gamins. C'était vraiment des gamins, et il y a ce côté, puisque ça n'a pas échappé au réalisateur, Starkweather, on mettra une ou deux photos. Le Starkweather a vraiment la gueule de James Dean, et c'était un amoureux fou de James Dean. Il a vraiment cette gueule-là, les petites lunettes, la mèche, et voilà, il y a quelque chose que j'ai même trouvé parfois de très sans faire des trucs capillotractés, mais il y a quelque chose de presque christique dans certains plans du film, avec des couchers de soleil, et puis Martin Sheen qui tient son fusil d'une telle façon. C'est pas tant capillotracté que ça, on est chez Terrence Malick quand même. Voilà. Donc, le christique chez Terrence Malick, ça tient la route. Je pense qu'il y a un peu de vrai, Et donc voilà, en tout cas, c'est un très beau film, c'est un film qui m'a beaucoup touché et que je trouve très
très violent, parce que vous allez voir, oui, effectivement, c'est violent, ça tue des gens, et souvent des innocents, hein, des gens qui sont uniquement sur leur chemin, quoi. Pas uniquement des gens qui prennent des risques, pas uniquement les flics, etc. Mais avec en plus des réactions très particulières, mais c'est peut-être à ça qu'on voit les vrais sociopathes, c'est qu'en fait, ils ont des réactions totalement détachées, et parfois, c'est pas drôle, mais c'en est presque risible. Mais c'est peut-être aussi les bons films c'est une de leurs caractéristiques certainement, c'est que ils arrivent à faire rire. Ils arrivent à nous faire rire. Tragiques. Voilà. C'était John Waters qui avait dit dans mon dernier film des enfants vont faire trick or treats, tu vois, pour Halloween, des bonbons, des friandises, et ils vont une fois chez une mère de famille qui n'a pas de bonbons et donc ils la tuent. Tout le monde dans le public rigole à ce moment-là et il dit voilà. Dans une situation de fiction, ça fait rire tout le monde. Évidemment que dans la réalité, ce serait tragique. Évidemment. C'était pour la balade sauvage. On va enchaîner avec un autre film qui, là, on va faire un bond dans le temps, puisque Pierrot le Fou, pour le moment, on était dans les années 60-70. Voilà, la balade sauvage, je pense que c'est vraiment un triumvirat qui pose les bases donc, de la thématique du jour, les road movies amoureux. Et alors là, on va basculer dans les 90s, dans les années 90, où il y a une résurgence du truc. Peut-être que tu pourras expliquer pourquoi, mais j'ai toujours pas compris pourquoi soudainement dans les années 90, il y a une résurgence de ça. Et avec l'année 90, c'est L'Heure et Lula. C'est L'Heure et Lula, oui, de Wild at Heart de David Lynch qui a la Palme d'Or, qui remporte la Palme d'Or l'année-là en 90. Can I talk to Lula? You are not gonna see him ever. Michael. I'd go the far end of the world for you, baby. A man can't ask for more than that. You move me, Sal. You really do. You want me to shoot Sailor in the brains with a gun? Uh-oh. Pourquoi il y a une résurgence de ça dans les années 90 ? C'est une bonne question, je ne me l'étais pas posée. Je pense que si je devais y répondre comme ça à brûle-pourpoint, peut-être parce que les années 90 ont ce côté un peu plus... tu sais, dans les années 60-70, il y avait une espèce d'ambiance un peu hippie où du coup on pouvait prendre la route. C'était pas choquant qu'on prenne la route, c'était même un peu l'idée. Et dans les années 90, il y a le côté un peu grunge, un peu désabusé. Et peut-être que le grunge est une espèce de réappropriation un peu punk du côté un peu hippie, à la fois dans le côté des drogues, alors planante chez les hippies et puis anesthésiante dans le grunge. Et puis oui, le côté, on a nomade, quoi. Le nomadisme revient sur le devant de la scène. Mais par contre, c'est très vrai, c'est ce que tu disais à propos de la balade sauvage, avec de manière, pour le coup, encore une fois, beaucoup plus désabusée, donc moins rêveuse, moins d'amour. Et là-dessus, c'est là où Lula fait sans doute une bonne transition, parce qu'on est encore dans le rêve dans C'est L'Heure et Lula. Ah bah c'est du Lynch. C'est du Lynch. C'est du Lynch, c'est l'esthétique du rêve. C'est un film qui emprunte énormément ses codes esthétiques, au point qu'il y en a certains qui sont des hommages appuyés au Magicien d'Oz. Oui. Avec la méchante sorcière de l'Ouest, avec la fée, exactement. La fée qui est jouée par Cheryl Lee d'ailleurs, qui sera tuée quelques années dans Twin Peaks, puisque elle joue Laura Palmer. On a déjà l'année suivante d'ailleurs, c'est 91 Twin Peaks, donc on a déjà une partie du cast de Twin Peaks avec non seulement Cheryl Lee et puis Sherilyn Fenn aussi, qui joue Audrey Horne dans Twin Peaks, et qui a une espèce de scène un petit peu comparable, un petit peu comparable à la scène de Gene Wilder dans Bonnie and Clyde d'ailleurs. C'est l'espèce de scène du film qui est un peu en dehors du film, qui rompt un peu avec le rythme du film. Le film est très lumineux, par exemple, C'est L'Heure et Lula, et la scène de Sherilyn Fenn se passe de nuit. On va peut-être raconter l'histoire du film. Ouais. Alors le film parle de Sailor Ripley, qui est joué par Nicolas Cage,
qui a un jeu très Elvis Presley dans la voix. Top de sa forme en plus. Vous voyez le film en VO, parce que pour le coup, déjà le doubleur VF de Nicolas Cage n'est pas là, donc un film de Nicolas Cage ne vaut que pour son doubleur VF. Enfin la VF en tout cas, l'intérêt de la VF. Et en plus en VO, il cabotine en Elvis vraiment au top du top. Et du coup Marlon Brando, puisqu'il a une veste en peau de serpent. Oui. Donc voilà, ça c'est pour le symbole look, de son individualité. Ouais. Ah là il y a une réplique qui est incroyable avec la veste à peau de serpent. Et donc Sailor est en couple avec Lula, qui est jouée par Laura Dern, une toute jeune Laura Dern. C'est la blonde dans Jurassic Park. Exactement, c'est la blonde dans Jurassic Park qui avait déjà joué avec Lynch dans Blue Velvet. Et là elle joue un rôle beaucoup plus venimeux, beaucoup plus sensuel, là où dans Blue Velvet c'était vraiment la petite fille sage. Là il y a du cul à n'en plus finir quoi, dans Sailor et Lula. Et d'ailleurs les scènes de cul sont illustrées par les couleurs de l'arc-en-ciel. On revient au Magicien d'Oz, Over the Rainbow. Là c'est totalement assumé dans ce film que c'est l'orgasme. Et donc, Sailor, la mère de Lula a des vues sur lui et il refuse ses avances. Et en fait, pour se venger, là je dis vraiment l'histoire de mémoire, hein, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, j'ai rattrapé quelques scènes pour l'émission d'aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de le revoir en entier. Elle va l'accuser du meurtre de son mari, qu'elle va fomenter elle-même, parce que la mère est un peu une sorte de psychopathe dans le film, donc elle va fomenter le meurtre de son mari pour être avec son amant, et elle va faire porter le chapeau à Sailor pour avoir refusé ses avances, et donc Lula va fuir sa famille avec Sailor. Ils vont prendre la route et sur leur chemin ils vont faire diverses rencontres, notamment Bobby Peru, qui est joué par Willem Dafoe c'est peut-être le rôle le plus inquiétant de Willem Dafoe. Il a les dents pourries, je crois, dans le truc. Ah ouais, il est infâme. Déjà, il a une ganache très particulière au quotidien, mais alors là, tout est accentué fois 1000. En plus, il y a une scène à la fin du film, puisque ça se termine par un braquage, où il a un collant sur la tête, donc ça lui déforme encore plus les traits qui sont déjà démoniaques, quoi. Et donc alors ils fuient parce que la mère de Lula a mis l'amant de la mère de Lula a mis leur tête à prix, la tête de Sailor a pris, et donc ils vont être poursuivis par un gang de mafieux dont Isabella Rossellini et quelques autres, et Harry Dean Stanton aussi qui joue dans ce film. Tu sais pas, il joue dans quoi lui déjà? Harry Dean Stanton, il joue dans. Il joue pas dans Paris, Texas? Je crois qu'il joue dans Paris, Texas, si. C'est aussi un des membres de Nostromo dans Alien. Je crois que. Oui, a une casquette. Oui, bien sûr. Oui, il joue dans Alien et dans Paris, Texas. C'est moi les noms, d'accord, ok. Ok, je vois. Oui, donc c'est l'acteur, oui, il a une filmographie de dingue, mais ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sailor et Lula? Oui, c'est un film qui est purement lynchien, comme tu disais, et donc extrêmement esthétique, peut-être plus encore que La Balade sauvage et Bonnie and Clyde. Pierrot le Fou est un cas à part parce que Godard axe tout sur l'esthétique. Bonnie and Clyde, c'est iconique vraiment, l'esthétique de Bonnie and Clyde. Sailor et Lula. Non, Bonnie and Clyde. Ah, pardon, ouais. C'est vraiment iconique. Là où Sailor et Lula, c'est pas tant iconique que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément des plans dont tu te souviens. Bonnie and Clyde, il y a des plans dont tu te souviens, le look de Clyde, le Bonnie qui se prend en photo avec la machine gun et le cigare sur le... Sailor et Lula, il n'y a pas trop ça, c'est plutôt une ambiance, c'est plutôt une atmosphère, c'est pour ça que c'est très lynchien. Il y a et puis c'est un des premiers films qui marque à ce point-là, je trouve, même si c'était déjà abordé un peu dans les autres, mais la lassitude qu'il peut y avoir dans le road movie, qui peut s'installer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on prend la route, on est jeune, on est foufou, mais c'est marrant les 2-3 premiers jours, quoi. Au bout d'un moment, quand on se rend compte que les impératifs de la vie se posent à nous, où est-ce qu'on va dormir, où est-ce qu'on va manger, par nous rattraper, quoi. Ça commence à redevenir un peu pénible. En fait, le film le montre bien, d'ailleurs, la scène dont je parlais tout à l'heure et que j'ai introduit peut-être un peu rapidement avec Sherilyn Fenn, où en fait, sur leur route, pas tant meurtrière que ça pour le coup, mais Sailor et Lula assistent à un accident de voiture à un moment donné,
Et dans cet accident de voiture, il y a une des victimes qui est encore vivante. Tout le monde n'est pas mort. Et donc c'est la fameuse Sherilyn Fenn qui est Audrey dans Twin Peaks. Et en fait, elle va mourir sous leurs yeux. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte, mais elle est en train de se vider de son sang. Elle délire, elle raconte n'importe quoi. Eux essayent de s'en occuper, de la sauver. Et finalement, ils n'ont pas le temps parce qu'elle se vide de son sang et elle va mourir sous leurs yeux. Et il y a à ce moment-là une espèce de passage de l'adolescence à l'âge adulte et ils prennent conscience les deux que finalement la vie est peut-être un petit peu plus compliquée que ce qu'ils pensaient. Au début, ils aimaient beaucoup aller en boîte, danser sur la musique cette fameuse musique très très trash, très sympa. Oui. Comment ça s'appelle déjà cette musique ? En fait, c'est assez marrant puisque justement dans l'univers lynchien, on s'attend pas à ça, mais je crois que c'est un groupe de métal qui s'appelle Power Mad. Ouais. Et effectivement, je crois que c'est ça. Et bon, on peut en mettre un petit bout à la limite. Ouais, on en mettra un extrait pour que vous voyez un petit peu le contraste parce que c'est pas très Badalamenti pour le coup. Non, c'est pas du tout lynchien, mais je crois que Lynch était tombé amoureux du truc là. Et c'est rigolo justement de voir que il y a cette on retombe vraiment dans ce côté en plus Wild at Heart, dans le côté rebelle quoi. Et il y a le côté les Santiago, la veste en croco et ce que j'aime bien moi dans ce film, moi, il m'a beaucoup plu dans le sens où c'est David Lynch et David Lynch a ce côté pour moi ça se voit dans Twin Peaks, c'est l'entre-deux en permanence. Et quand on regarde bien le film, c'est un couple de gens en fait ils sont normaux les deux. Ils vivent dans un monde de tarés. Moi, la scène qui m'a marqué, il y en a deux. La scène de la toute fin, mais il y a la scène où à un moment, Lula tourne la radio et elle entend que des horreurs. Oui. Genre là, on a coupé la tête de machin, il y a eu machin des morts, etc. Elle s'arrête en disant, mais on vit dans un monde de dingue. Quoi. Ouais. Et après, ça arrive sur Power Mad et ils gardent la voiture pour danser parce que ça leur fait enfin oublier toute l'horreur du monde. C'est l'exutoire en fait. Très juste. Power Mad, c'est une forme d'exutoire l'exutoire par le métal en plus, nos amis métalleux le comprendront très bien. Mais c'est vrai que la musique dans ce film est très particulière parce que c'est pas du tout lynchien, pour autant on oscille entre Power Mad donc, que vous avez entendu et Elvis Presley parce que la référence à Elvis Presley dans le personnage de Nicolas Cage est appuyée au point qu'il reprend des chansons d'Elvis. Et c'est lui qui chante je crois. Et c'est lui qui chante. Ouais, exactement. Je terminerai en parlant de ce film en disant que quand tu dis, moi je mettrais un bémol quand tu dis qu'il n'y a pas de scène où il n'y a pas de moment iconique. Moi je pense qu'il y en a un, vraiment. Mais ça c'est Lynch. Alors Lynch, bon, chez Terrence Malick, voir du christique, on est tout à fait d'accord. Chez Lynch, voir du religieux, je serais beaucoup plus... C'est plus compliqué chez beaucoup Lynch. Plus, voilà. C'est du spirituel, mais un peu plus extrême-oriental que je serais beaucoup plus... judéo-chrétien. Beaucoup plus prudent, mais à un moment il dit justement... parce qu'avec cette scène, et ça justement, moi, personnellement ça me touche beaucoup, mais il y a un moment, les amoureux donnent des fruits, et alors qu'il sort de prison, il retrouve, Sailor retrouve son fils, et Lula lui dit, mais c'est ton fils et tout, et il lui dit, mais je ne peux pas l'élever, moi je suis wild at heart, c'est-à-dire que je suis trop sauvage, je ne peux pas, c'est pas possible. Et finalement, il y a cette scène où il se fait casser la gueule, il se fait même... plus ou moins, il se fait métaphoriquement, il se fait tuer en fait par une bande de loupards et c'est une fée qui va le réveiller. Donc tu parlais de la fée. Tout à fait. C'est une fée qui va le réveiller en lui disant non, tu ne dois pas te détourner de l'amour. Et donc prends ton destin en main et maintenant tu vas assumer ton destin qui est le fait d'être un père. Alors c'est peut-être pas tant une scène iconique qu'une scène qui fait référence à une scène iconique parce que quand il se relève on peut voir ça comme ça parce que après il se relève du coup il ne meurt pas, il se relève et il va retrouver Lula, donc pour le coup on parlait tout à l'heure des fins tragiques, ce film là a plutôt une happy end. Et en fait il se relève en criant Lula et puis ça peut faire écho au Stella de Marlon Brando dans Un tramway nommé Désir. C'est vrai. Et puisqu'on parlait aussi d'Elvis, il y a aussi ce moment magique où il décide enfin de lui chanter Love Me Tender, qui est la chanson qu'elle veut absolument entendre, mais il lui a dit je ne la chanterai qu'à ma femme.
Je la chanterai qu'à celle que j'épouse. Et alors là, désolé, là on vous raconte tout le film. On vous raconte la fin, mais c'est une belle fin. Mais regardez ça parce que c'est la mère de son fils et puis c'est l'amour absolu total et puis l'amour sur Love Me Tender. Voilà les gars, ça tue tout comme dirait l'autre. C'est ça. Donc c'est Laure et Lula, vraiment un film. Moi je le trouve exceptionnel, ce film-là. Il est incroyable. Ouais. C'est vraiment, il a pas eu la Palme d'Or pour rien. C'était l'époque où je pense que c'est toujours, c'est plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui on donne des Palmes d'Or plus politiques, mais à l'époque on donnait vraiment des Palmes d'Or pour les qualités des films dans les années 90. Il y avait aussi peut-être plus de cinéma. Bon, après, c'est mon côté pessimiste sur l'époque, mais pourquoi pas. On va faire une petite pause. On va pas vous passer Love Me Tender parce que vous la connaissez et puis bref, on va pas vous passer ça, mais puisque on a parlé de Bonnie and Clyde, il était obligatoire de vous passer, à mon avis, la chanson qui est l'âme des road movies amoureux et donc qui est forcément de la musique très américaine puisque c'est de la country. Ça s'appelle Foggy Mountain Breakdown, c'est de Lester Flatt et Earl Scruggs, donc c'est dans Bonnie and Clyde et on se retrouve juste après. Well, I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow. We rob banks. Bien de retour pour cette seconde partie, pour notre moteur spécial road movie, Flingue, Love et Assault. Alors on vous a parlé donc de Bonnie and Clyde, la balade sauvage, C'est Laure et Lula. Et maintenant on va vous parler d'un film qui a vraiment suivi C'est Laure et Lula parce qu'il est sorti en 91, c'est Thelma et Louise. Thelma. Je le prends! Thelma, je t'ai déjà dit que j'ai horreur de t'entendre gueuler dès le matin. Pardon, chaton. C'était juste pour que tu sois pas en retard. Salut! Alors, ça va la femme au foyer? Louise. J'ai pas demandé à Daryl si je peux partir. Tu lui as pas encore demandé? Thelma, est-ce que c'est ton mari ou ton père? Thelma et Louise vont à la pêche. Daryl t'a laissé partir? Je ne lui ai pas demandé. Mais il m'a tué! Je lui ai laissé une petite lettre. Thelma et Louise vont plonger dans l'enfer. Moi, ce sera un petit bourbon sec et un petit Coca-Cola avec, s'il vous plaît. Thelma. Pourquoi? Il faut savoir. Est-ce que je me paie un week-end, oui ou non?
petit bémol quand même, parce que Thelma et Louise, bon, on est dans le road movie certes, mais on n'est pas dans la relation amoureuse, même si, bon, peut-être que des féministes ils vont... C'est une sorte de bromance au féminin, quoi. Voilà, mais bon, des féministes vont me dire que j'ai tort, mais bon, alors vas-y, dis-nous Ah, ce qu'il en est. ça se termine par un baiser quand même. C'est un baiser entre amis. Oui, voilà. je suis d'accord, mais c'est pour ça que c'est une histoire d'amitié amoureuse, on va dire. Alors, Thelma et Louise, pareil, j'ai pas eu le temps de le rattraper pour l'émission. Celui-là, je l'ai vu il y a quelques années au cinéma dans le cadre d'une rétrospective. J'avais découvert comme ça, donc je vais essayer d'en parler. Tu me seconderas à la limite sur le résumé si. Mais si je dis pas de bêtises, c'est donc deux amies qui s'appellent Thelma et Louise, qui sont jouées par Susan Sarandon qui joue le rôle de Louise et Gina Davis qui joue le rôle de Thelma, qui se retrouvent confrontés à une tentative de viol, c'est ça, dans un bar en fin de soirée. Enfin, ouais. C'est la Gina Davis qui est un petit peu c'est la plus jeune, quoi. C'est la jeunette. Voilà. C'est l'ingénue des deux. Et donc le type essaie de profiter d'elle pendant qu'elle est bourrée, et Susan Sarandon, Louise, arrive avec un flingue et le descend. À partir de là, elles prennent la route parce que elles sont, me semble-t-il, persuadées qu'elles vont être recherchées pour meurtre et que... Elles paniquent, quoi. Voilà. Donc elles se tirent. C'est Harvey Keitel qui joue le rôle du flic qui est chargé de mener l'enquête sur elle, qui est un flic d'ailleurs. C'est assez marrant d'ailleurs, le film est une sorte de comment dire, les féministes se le sont un peu appropriés, totalement appropriés, alors qu'on voit que le flic qui est supposé enquêter sur elle, qui donc logiquement, si ça incarnait le discours féministe, devrait être une sorte d'incarnation du patriarcat, en fait est très cool avec elle, c'est-à-dire qu'il est plutôt dans la compréhension, il est plutôt dans le côté elles ont paniqué, ça arrive, elles s'étaient sans doute retrouvées dans une situation un peu compliquée, donc il arrondit les angles, c'est pas un salopard, quoi. Et dans mon souvenir, c'est peut-être aussi pour ça que les féministes devraient faire un petit peu plus attention, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ça. Oui. C'est-à-dire que les méchants hommes, alors oui, il y a des connards, mais en plus, c'est pour ça que c'est pas un film de lesbienne, parce que les deux... Gina Davis rencontre le fameux Brad Pitt, qui est tout beau, tout jeune Brad Pitt, tout beau, tout jeune, tout fringant, avec 91. Voilà, puis elle se fait déglinguer, quoi. Et c'est comme ça qu'elles se font voler parce que pareil, je sais plus d'où ça vient d'ailleurs, cette espèce, elles ont une espèce de butin d'argent, elles trimballent un magot qu'elles avaient sur un compte ou je sais pas quoi. Ouais, quelque chose dans ce genre-là, et elles se font tout piquer sur un coup de bite, en fait. Exactement. Donc déjà ça, il y a donc la plus vieille, donc c'est Thelma qui elle... Non, c'est Louise, c'est Louise. Ah, c'est Louise. C'est donc Louise qui elle retrouve un de ses anciens amours, enfin un ancien chéri, je crois. Et c'est beaucoup plus, c'est marrant, tu vois, il y a un côté très animal, très, très violent chez le couple jeune, et chez les plus vieux, on sait ce qui se passe aussi, mais c'est beaucoup moins montré, c'est beaucoup plus discret, toujours dans le regard, dans quelques paroles, etc. Mais c'est un amour fou aussi, et c'est ça qui est drôle, c'est que le flic va se rendre compte que la petite jeune, elle est mariée avec un connard qui est devant la télé, elle se fait chier. L'autre, la plus vieille, elle fait un métier qui la saoule, et puis elle n'a absolument rien à secouer. Donc oui, Harvey Keitel, lui est un personnage beaucoup plus... Il est compréhensif, et il voit que bon, c'est pas folichon pour, ni pour l'une ni pour l'autre, quoi. C'est ça, et pour autant... Alors là, on va divulgacher complètement. Pour autant, parce que la fin m'avait beaucoup interpellé, moi. J'étais vraiment allé le voir avec en tête cette imagerie du film de je vais découvrir ce que c'est que ce film dont les féministes parlent et portent au pinacle depuis tant d'années. Et je m'aperçois que la fin, c'est donc ce flic qui est chargé de l'enquête, qui a le pouvoir techniquement de ne pas d'être cool avec elles, d'alléger un peu leur peine, de pas trop les charger. Arrive enfin à les coincer, et elle décide de tout foutre en l'air en se suicidant, en fait. Elles appuient sur la pédale d'accélération de leur bagnole et elles se plantent dans les rocheuses, dans la falaise, quoi. Elles décident de sauter de la falaise. Et je suis un peu sorti de la salle de cinéma en me disant, dis donc, si c'est ça le projet féministe, je suis pas certain d'avoir envie de monter dans la bagnole, hein. Bah c'est sûr que... Alors,
c'était peut-être un petit peu moins vrai pour Sailor Lula, c'est... Thelma et Louise reprend bien la thématique déjà de l'ennui dont on a parlé, la thématique des grands paysages, je crois que c'est les Monuments de Vallée, où tu vois, c'est ce désert, etc., dans l'Utah, où c'est très la couleur terre, il y a une couleur terre qui est omniprésente. Oui, la couleur un peu orange, voilà, comme ça, orange, c'est vraiment l'Amérique, et oui, ce plan final où machin, elle décide c'est très nihiliste, hein. Honnêtement, à la fin, alors qu'elle aurait largement pu s'en sortir. Mais c'est pas présenté comme tel, c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que c'est nihiliste, mais c'est présenté comme un espèce d'ultime acte romantique, alors que c'est un acte romantique, on a l'impression qu'il est fondé sur rien, parce que normalement l'acte romantique, je sais pas, Roméo et Juliette, ils se tuent, c'est pas de chance, mais il y a un côté romantique parce que chacun croyait que l'autre était en train de mourir. Là, comme tu dis, les deux ont des chances de s'en sortir, elles font face à un type qui est pas si salaud que ça, mais elles décident quand même de se foutre en l'air dans la falaise. Donc bon, écoutez, et puisqu'on tape sur les féministes, moi je trouve ça rigolo, puisqu'elles ont pris le film vraiment comme une sorte d'étendard. Et ce que je trouve drôle, c'est, à mon avis, c'est là où c'est la limite du film. Je dis, moi, c'est le bémol de la liste, mais bon, il fallait en parler quand même. Mais précisons qu'il est pas mauvais, hein, quand même. Ah oui, non, ça reste un film très honnête. C'est un super divertissement. Enfin voilà, ça se regarde très bien. N'hésitez pas à y aller, chers amis auditeurs. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film devant lequel on passe pas un mauvais moment. Hein. Mais moi, les personnages, les deux nanas, ont justifié un petit peu leur attitude dans la libération, dans le fait que il y a des connards de beaufs au volant de leur camion qui les klaxonnent et puis qui leur font les avec la langue. Bon, c'est lourdingue, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Ouais, c'est lourdingue, c'est sûr, ouais, c'est lourdingue. Et je peux comprendre, mesdemoiselles, si vous nous écoutez, je peux comprendre que ça c'est très lourdingue. Mais elles font péter un camion, non? Oui, c'est ça, elles font péter un camion. De manière totalement gratuite, parce que bon... Et ce que je trouve... disproportionné, en tout cas. À mon avis, un peu débile, mais là, c'est pour ça que le film, à mon avis, c'est sa grande limite, c'est que il se veut un peu politique, mais c'est peanuts, quoi. Enfin, c'est cacahuètes, je veux dire, il y a rien derrière. C'est-à-dire que, c'est forcément c'est pas très agréable, etc. Mais la libération qui consiste finalement à tirer des coups de feu sur les mecs ou à faire péter des camions ou même de vouloir échapper à ce point à la police, donc d'échapper à sa responsabilité et de se cracher, comme tu l'as dit, c'est pas Roméo et Juliette, c'est-à-dire que le tragique est beau. Elles vivent leur libération comme un saut dans le vide. Et comme dirait l'autre, l'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage, quoi. Et le tragique est beau quand on parle d'amour. Alors là, deux copines qui peuvent s'aimer, personne ne l'interdit. Hein, c'est peut-être le bémol vis-à-vis de ce film-là, mais comme tu l'as dit, ça reste quand même un excellent film. Mais il n'y a pas le côté, effectivement, absolu. Alors c'est Ridley Scott, d'ailleurs, le réalisateur. On l'a pas dit, mais c'est un film de Ridley Scott. C'est tout ce que tu avais à dire sur Thelma et Louise. Écoute, sur Thelma et Louise, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Regardez-le si vous avez l'occasion de le voir. C'est un film sympa. Mais et faites-vous votre avis à la limite. Faites-vous votre avis. Voilà. Comme ça, si vous n'êtes pas content et que vous adorez le film, vous pouvez nous insulter si ça vous dit, pas de problème. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors on va passer maintenant à... ce sera mon dernier film. À un film que je trouve vraiment... peut-être pas aussi bien, il atteint peut-être pas le niveau de Sailor et Lula, mais il n'empêche que c'est un film que j'aime particulièrement parce que je le trouve très rafraîchissant. Il sent vraiment la jeunesse, il sent le coup d'essai. Et vous allez comprendre. Est-ce qu'il y a un côté nostalgique aussi dans ton amour pour ce film? Bon, peut-être qui peut totalement s'assumer parce que c'est le cas de mon prochain film que je vais traiter juste après celui-ci. Donc, on va pas se le cacher, si on a choisi, je pense la plupart des films là, c'est que bon, quelque part ils nous ont plu et puis oui, il y a un côté, il y a une forme de nostalgie. De quel film je parle? Je parle de True Romance, donc à cœur perdu, qui est un film donc, de Tony Scott. On parlait de Ridley Scott, c'est le petit frère de Ridley Scott. Ouais. Donc, film de Tony Scott, sorti en 93. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu fais quoi? J'ai oublié. D'où tu es? J'en sais rien. En fait, la vraie question c'est, est-ce que t'as un mec? Clarence et Alabama étaient faits l'un pour l'autre. Il y a un truc que je dois te dire. Je suis call girl depuis 4 jours et tu es mon 3e client. Et je crois que je t'aime. Toute la suite
T'as un Mac? Où elle est, cette pute? Elle est avec moi. Était inscrite à l'avance. Tu le connais pas. Et tu me connais pas. Vous avez vu qui est là? Mais il se prend pour Charles Bronson. Et on vous a parlé de Tarantino, il se trouve que ce film-là est tarantinesque puisque c'est un scénario de Tarantino qui en fait parle de... on retombe dans notre thématique, donc c'est des jeunes cons, voilà, des jeunes trous du cul, très jeunes, qui en plus ont des noms qui sont pas laissés au hasard. C'est Clarence Worley, c'est ça, Clarence Worley. Et la petite jeune s'appelle Alabama. Je sais plus son nom de famille, c'est quoi? Monroe. Voilà, donc c'est comme ça. Clarence et Alabama. Donc Clarence, le film, c'est un peu comme la balade sauvage. Clarence, c'est un petit gars qui bosse. Ils vendent des BD, je crois. Il bosse dans une petite boutique de BD. C'est à Détroit. Il fait froid, c'est moche. C'est des BD ou un vidéoclub? Non, je crois que c'est des BD. C'est des BD. Et c'est des BD parce qu'à un moment, il lui fait lire le premier numéro de Spider-Man. Ah oui. Et donc il bosse dans sa petite boutique, il a une petite vie pépère, dans un Détroit, c'est une ville déjà lugubre, on est dans les années 90, c'est pas terrible. Et alors que... donc c'est un grand fan de BD bien sûr, mais c'est aussi un grand fan de cinéma. De toute façon, le personnage de Clarence, c'est Tarantino. C'est clairement inspiré de Tarantino. C'est la vie de Tarantino. Et donc c'est pour ça que je me demandais s'il bossait pas dans un vidéoclub. Et c'est un grand dingue de cinéma. Et alors qu'un soir, il décide pour son anniversaire, comme il fait chaque année, d'aller au cinéma, il décide d'aller voir des films hongkongais, je sais plus les films, mais évidemment des trucs hongkongais que personne ne connaît. Et là, au hasard, une jolie blonde. En plus, c'est vrai que c'est... Oui, j'ai pas dit les acteurs. Oui, il y a un casting assez incroyable. Alors, c'est Christian Slater et Patricia Arquette qui jouent les rôles de Clarence à Alabama. Et dans le film, on peut citer aussi en vrac Dennis Hopper, Gary Oldman, Christopher Walken, Brad Pitt qui revient en petit jeune, et Val Kilmer et Chris Penn. Voilà, donc c'est vraiment... là, on est... ce film-là, c'est l'essence des années 90. Quoi. C'est vraiment ils y sont tous. Et donc... il est dans son cinéma avec son popcorn, il regarde ses films et là donc la belle Alabama arrive, une belle blonde, magnifique. Ailleurs que dans ce film, pour moi cette nana m'aurait même pas marqué, mais je ne sais pas, il y a un truc dans ce film qui fait que Patricia Arquette, pour moi elle a tombé quoi. Alors qu'elle a une tronche de pute, mais bon bref, c'est peut-être mon mauvais goût naturel, je ne sais pas. Donc elle fait très nonchalamment tomber son popcorn sur le petit Clarence. Il dit je suis désolé, etc. Et ça commence comme ça, donc il commence à parler de cinéma, machin, et puis arrive ce qui devait arriver, il l'emmène dans la boutique, il lui montre le premier numéro de Spider-Man, et là arrive ce qui devait arriver, et il apprend qu'en fait tout ça n'est pas le fait du hasard, puisque cette Alabama est une cowgirl, enfin une pute quoi, et elle en est à son 3e client, donc elle est nouvelle dans le métier. Elle est encore un peu fraîche et elle a été envoyée par le patron de Clarence parce que le pauvre, le patron l'a un peu pris en pitié en disant ouais, tu te rends compte, c'est son anniversaire, il est au cinéma tout seul, donc ça serait bien qu'il ait un petit peu de compagnie, un petit peu de chaleur quoi pour son anniversaire. Mais là, comme c'est une petite jeunette, elle tombe folle amoureuse de lui et en plus ça tombe bien, c'est réciproque. Et c'est comme ça que ça démarre. Et pour essayer de la libérer de son Mac, qui est joué donc par c'est Gary Oldman là, qui alors pareil Gary Oldman là, qui est un espèce de Mac qui se prend pour un noir, c'est génial d'ailleurs parce qu'il a des dreadlocks, il a des dreadlocks, des dents en argent, etc. Machin, il fait des blagues, c'est du Tarantino dans le texte, donc il y a des blagues racistes c'est net et précis. Et d'ailleurs c'est très intéressant, on peut noter que c'est là qu'on voit l'évolution dont on parlait tout à l'heure entre les années 70 et les années 90. Là où Sailor et Lula était encore très ancré dans tout ce qui était 70s, un des modèles du personnage de Sailor qui est joué par Nicolas Cage, c'était Elvis Presley. Là où dans True Romance, la référence claire c'est Taxi Driver. Donc on est dans une référence qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus nihiliste, beaucoup plus oui effectivement Détroit, les putes, les Macs, etc. Enfin c'est beaucoup moins glamour et ça fait beaucoup moins rêver quoi. Alors, c'est devenu plus sombre, plus grunge, là, comme tu disais. Et aussi, ça j'ai oublié de le dire, Clarence est fan de BD, fan de cinéma, mais il est aussi fan d'Elvis Presley. Et il adore Elvis Presley. Et il y a aussi ces passages dans le film, c'est assez récurrent, parce qu'il a son mentor fantasmé, qui est Elvis.
Et alors qu'il c'est le premier monologue du film, voilà, le film s'ouvre là-dessus. Alors qu'il est devant une glace, c'est Val Kilmer qui le joue, mais on le voit jamais. C'est-à-dire que c'est ça, en plus, c'est bien foutu, quoi. On le voit jamais, mais on entend une voix, donc c'est Val Kilmer qui le fait. Mais oui, c'est vrai, c'est Val Kilmer qui fait Elvis. Et donc on voit très bien, il est habillé en Elvis, il a la gestuelle d'Elvis avec le fameux le claquage, enfin le claquement de doigts et les doigts qui tombent comme ça en bas. Et c'est en fait Elvis qui lui donne des conseils sur ce qu'il doit faire. So lonely, so lonely, so lonely, I could die. Well, can you live with it? What? I said, can you live with it? Live with what? That son of a bitch walking around breathing the same air as you. Getting away with it every day. Clarence, I like you. I always have. Always will. Concluant toujours sur la « je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours ». Voilà, c'est le père putatif, c'est Elvis. Alors que le vrai père, je trouve ça très touchant. Alors que le vrai père est Dennis Hopper. Voilà. Et justement, je me demande, j'avais jamais trop fait attention jusque-là, mais je me demande s'il n'y a pas, consciemment ou non d'ailleurs, une espèce de passage de flambeau entre justement le Dennis Hopper qui avait un petit peu initié le road movie avec Easy Rider, qui devient le père qui passe le flambeau à Christian Slater, qui est une espèce de double de Tarantino, qui lui poursuit le road movie avec des films un peu plus sombres, un peu plus années 90. Quoi. Alors à propos du film, moi je vais pas... c'est le culte d'ailleurs entre Dennis Hopper et Christopher Walken. Voilà, tiens, on peut parler vite fait de la scène que moi je trouvais qui est tordante et qui en plus qui est un des points d'ordre du film, qui est, pour que vous compreniez, mais regardez le film, ça vaut mieux que du blabla. Pour libérer donc, de son Mac Alabama, le jeune Clarence décide donc d'y aller, et c'est marrant d'ailleurs parce qu'il n'a pas un physique qui est très impressionnant. Le gars, Slater, c'est un petit mec qui va faire 1m60 à peine, mais il y va en portant ses couilles, il a ses lunettes de soleil et avec un flingue en disant non. Vraiment à la Taxi Driver. À la Taxi Driver, en lui disant voilà, je le prends. Voilà, je te donne une enveloppe, c'est le prix d'Alabama, et en plus l'enveloppe est vide, et il lui dit donc en fait je la prends quoi, c'est ma femme, je l'aime, je vais l'épouser, donc il va te faire foutre, et il met les mains vraiment dans la merde parce qu'il a affaire à des mecs qui sont complètement fralés, mais il va réussir à s'en sortir, mais manque de bol, il va se tromper de valise alors qu'il voulait prendre les affaires de sa dulcinée, et il va se retrouver avec une valise de cam, et c'est ça en fait qui va enclencher en fait tout le road movie justement parce qu'ils vont être obligés de se barrer. Mais avant de partir de Détroit, il demande un petit coup de main à son père, donc comme tu l'as dit, qui est joué par Dennis Hopper, qui est flic, et il décide de l'aider, mais la mafia va rattraper tout ce beau monde, et alors que Dennis Hopper se fait très violemment poser sur une chaise dans sa petite caravane, il est face à un don, si vous préférez, un mafieux, quoi. Don Corleone, une forme de Don Corleone, qui est joué par Christopher Walken, chemise de soie et puis bref à la Rital, costard, gominard impeccable, et on a ce dialogue génial, et là c'est du Tarantino mais bien écrit, où c'est la fameuse scène des Siciliens où en fait Dennis Hopper, qui comprend qu'il est foutu, décide d'envoyer une dernière crotte de nez en expliquant que ouais, vous les Siciliens, vous faites les malins, la gomina, passe, machin, etc. Mais rappelez-vous, parce que moi je m'intéresse à l'histoire, que la Sicile a été conquise par les Maures durant la période médiévale. Il y a un fait historique, je ne sais pas si vous le connaissez. Les Siciliens ont été procréés par les nègres. C'est vrai. Demande pardon. Si, c'est un fait. Oui, vous voyez, les Siciliens ont du sang noir qui fermente dans leurs artères. Alors, si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier. Il y a des centaines d'années de ça, les Maures ont conquis la Sicile. Et les Maures sont des nègres. Oui. À l'époque, figurez-vous, les Siciliens étaient normaux, comme les mecs d'Italie du Nord. Les cheveux blonds, les yeux bleus et tout ça. Mais, quand les Maures sont arrivés, ils ont changé le pays tout entier. Ils ont tellement baisé avec les Siciliennes, mon pote, qu'ils ont changé le sort du pays à tout jamais. Et c'est pour ça que les blonds aux yeux bleus sont devenus
des basanés aux yeux noirs. Je trouve ça absolument stupéfiant, non? De penser qu'aujourd'hui, encore après des siècles et des siècles, que les Siciliens ont gardé leur gène de nègre. Et tout ça... Non, je parle pas, je cite des faits historiques. C'est écrit. C'est écrit dans les livres. Je l'adore, ce gars. Et totalement surpris de la réponse, les mecs sont morts de rire. Ah bah Christopher Walken est presque même admiratif. Ah oui, il est admiratif de cette paire de couilles. C'est ultime pied de nez qu'un type qui est sur le point de se faire crever lui adresse en disant ouais d'accord, ça force son respect quoi. Ouais. Et mais bon, voilà, les Rital ne se font pas traiter de nègres sans conséquence. Voilà, vous aurez compris ce qui se passe. Et donc nos petits tourtereaux continuent leur truc, ils arrivent à Hollywood, ils essayent de vendre la cam, etc. Et bon, après, il y a un festival de violence à la fin du film. Et d'ailleurs, une scène de tabassage dans un appartement. Ah oui, j'ai oublié ça. Celle-là, je pense que c'est une des scènes du film qui m'a le plus marqué. Ouais. Elle est assez violente. Hein. Ouais. C'est le gars des Sopranos, c'est un des. C'est possible. C'est un des gars, le gars qui joue dans Sopranos, j'ai oublié son nom. Super acteur et tout, et qui est en plus un Rital en vrai. Hein, et qui est une masse, quoi. Ouais, qui est une masse, quoi. Qui est un gros bonhomme et qui en fait. Il fracasse la gueule à cette pauvre Alabama là, qui est une petite nana toute frêle et tout, mais elle est quand même suffisamment elle maline. est coriace, mais la scène en tout cas est non seulement très graphique et très punchy, très percutante quoi. Les coups qu'elle se prend nous font mal à nous-mêmes en tant que spectateurs. Donc très très bonne scène. Mais gardant ce côté rebelle elle se fait démonter la gueule, mais elle continue de rigoler. Elle continue de rigoler, de se foutre de lui quoi. Et bon, et c'est un film qui, alors que je me souviens la première fois que je l'ai vu, je me disais vraiment voilà, on est vraiment dans le road movie machin, mais ça va mal finir. Et en plus, ça se finit plutôt bien. Bon, je suis désolé, je vous dévoile la fin, mais tant pis. Et bref, les deux tourtereaux après un massacre, une scène de violence énorme qui arrive en feu d'artifice, arrivent à s'en sortir. Et en plus, ils arrivent à avoir ils font un petit qu'ils appellent Elvis. Et rien que pour ça, je trouve ça. Forcément. Je trouve ça c'est bien aussi des petites scènes de tendresse. Et autour du film, puisqu'on vous parlait de la musique, tout à l'heure, je vous ai parlé de la musique de la balade sauvage, donc Gassenhauer, de Karl Orff. Et il se trouve, alors il y a eu tout un micmac, je sais plus exactement l'anecdote, mais il se trouve que la musique de la balade sauvage, il n'y a pas eu de droit d'auteur ou je ne sais quoi, et Hans Zimmer qui a fait la musique de True Romance a repris le thème qui est exactement le même, hein. C'est donc ces petites notes là au xylophone, et donc c'est un hommage, mais bon, c'est du Tarantino dans le texte, donc c'est forcément un mec qui adore le cinéma qui rend hommage au cinéma, donc c'est aussi un hommage, ce film est aussi un hommage à la balade sauvage quoi. Puisqu'on parlait des acteurs des années 90, c'est vraiment un film où c'est tout un petit univers quoi, parce que et ça je vais faire un lien parce que je vais terminer par ça, comme ça tu vas pouvoir faire une transition sur ton prochain film. Il s'avère qu'en fait c'était le colloque de Tarantino qui s'appelle Roger Avary qui avait écrit un script qui s'appelait The Open Road, donc voilà la route ouverte, qui en fait parlait d'un couple de tueurs qui s'appelait dans le script original Mickey et Mallory. Et finalement, c'est Tarantino qui va reprendre l'histoire en la modifiant, etc. Mais donner le bébé à un autre réalisateur parce qu'il était déjà sur Reservoir Dogs. Et bref, mais il y a un lien évident entre ce film et celui dont tu vas nous parler maintenant. Qui est aussi scénarisé par Tarantino et qui est Tueur Né, Natural Born Killers. Oh merde, t'arrêtes pas chérie, ça commençait à être bon. Je crois que t'as un ticket. Dis, tu me draguerais pas? Bibi. Tu veux que je t'en mette un coup, chérie? Tu veux? Vas-y, cogne, enfoiré, cogne! T'en veux encore, connard?
salope. Montre pas du doigt. Le fameux tueur né, Natural Born Killers, qui a été réalisé par Oliver Stone. On est très proche, hein. Là, vraiment, les années 90, ça se suit, hein. 90, 91, 13, 14. C'est ça. 94 qui est pour le coup l'année grunge par excellence, puisque c'est l'année de la mort de Kurt Cobain, donc on est vraiment en plein cœur de ces années-là. En plus, le film donc je vais raconter l'histoire du film tout simplement. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Tarantino ne valide pas la version finale d'Oliver Stone, parce que le film est en 2 parties et que Tarantino avait beaucoup plus axé son scénario sur la deuxième partie. Oliver Stone a rajouté une première partie pour introduire un petit peu les personnages et pour pas que le spectateur se les prenne dans la gueule sans forcément connaître un petit peu leur passé. Il a voulu créer une sorte de lien entre les personnages et le spectateur. Et Tarantino a trouvé que l'idée était mauvaise. Bon, moi je la trouve plutôt bonne, mais chacun voit midi à sa porte. Le film parle donc d'un couple de tueurs qui s'appellent Mickey et Mallory Knox, qui sont joués par Woody Harrelson et Juliette Lewis. Et pour le coup, quand le film commence, ils sont déjà sur la route et ils tuent déjà des gens. D'ailleurs, leur marque de fabrique, c'est toujours de laisser un témoin en vie pour que le témoin puisse raconter leur légende. Donc eux, contrairement à Bonnie and Clyde, ils n'attendent pas que les médias leur construisent une légende, ils se la construisent eux-mêmes. Et ça fonctionne d'ailleurs, puisque les médias reprennent ça et couvrent ça, notamment à travers d'un journaliste qui est un peu le journaliste spécialiste de faits divers, on va dire une sorte de Christophe Ondelat à l'américaine, si on veut, alors beaucoup plus démonstratif, qui est joué par Robert Downey Jr. et qui s'appelle Wayne Gale. Wayne Gale. Ouais. Et c'est une putaclic avant l'heure. Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est un type qui n'a aucun scrupule, qui a une merde sans nom. Ils finissent par se faire choper, donc ça c'est la moitié du film, c'est pas un spoil, puis combien même on en est, on s'en fout. Donc ils finissent par se faire choper, donc leur cavale s'interrompt et par un flic qui s'appelle Jack Scagnetti, qui est joué par Tom Sizemore, qui joue déjà un rôle dans True Romance, aussi un rôle de flic. Et dans Thelma et Louise aussi, tu vois, donc vraiment oui, c'est vrai. C'est le chéri de Thelma. Et donc ils se font donc enfermer dans une prison haute sécurité qui est gérée par Tommy Lee Jones. Il a un rôle de dingo dans le film, il est totalement hystérique, je crois. Et puis c'est une pourriture sans nom, quoi. Oliver Stone insiste beaucoup parce que la réalisation du film est très clipesque, et donc une des caractéristiques du film, c'est que on voit un petit peu chaque scène est montrée un peu de différents points de vue. Et donc on voit la scène telle qu'elle se passe, et puis après on voit la scène telle que les personnages la vivent intérieurement. Et quand on voit le démon intérieur de Tommy Lee Jones, on voit que ce type est une ordure absolue, quoi. Parce qu'il y a un côté drogue, enfin, je me souviens du film, il y a un côté... Tout le film a un côté... Tout le film, c'est un trip sous LSD, quoi. Et d'ailleurs, le dernier type qui tue Mickey et Mallory, c'est un chaman indien. Voilà. Donc on est encore dans ce côté un peu drogue psychédélique. Et donc les deux sont séparés, évidemment, chacun dans sa cellule. Et le Mickey Knox, donc Woody Harrelson, est supposé se faire envoyer non pas à la chaise électrique, mais dans une sorte d'institut psychiatrique pour se faire en gros lobotomiser, pour être mis hors d'état de nuire. Et donc Robert Downey Jr., Wayne Gale, négocie une dernière interview avant que le type se fasse griller le cerveau. Donc Woody Harrelson accepte évidemment, et c'est une interview dont il va profiter, parce que bien sûr il avait un plan derrière la tête pour organiser son évasion évidemment avec Mallory. Donc on a une espèce de finale un petit peu en apothéose sous forme d'émeute dans une prison, très sanglant. C'est l'Apocalypse Now, hein. C'est vraiment ça. Vraiment, c'est le chaos, quoi. Ouais. Et alors le film a eu un effet un peu Fight Club avant l'heure, c'est-à-dire on l'a accusé de déborder un peu sur la réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de vraies tueries dont on a suspecté à tort ou à raison qu'elles avaient été inspirées par tueurs nés. Et du coup le film avait une réputation sulfureuse par rapport à ça, où on disait qu'il poussait presque des gens à passer à l'acte. Alors dans certains cas c'était pas vrai, ça a été monté de toutes pièces par les médias. C'est le cas notamment en France de l'affaire Florence Ray et Audrey Maupin, qui était un couple de gauchistes d'ailleurs, qui à un moment donné ont décidé de se lancer dans une espèce d'équipée sanglante dans Paris,
et ils ont braqué un commissariat, ça s'est un peu mal terminé, ils ont pris la fuite et en gros il y a eu un échange de coups de feu avec les flics. Quelques flics ont été tués, Audrey Maupin a été tuée et donc Florence Ray, elle, s'en est sortie. Et quand les journalistes après ont couvert l'événement, qui forcément a fait un peu les gros titres des journaux, ils avaient rajouté une brochure de promo pour Tuernay dans l'appartement pour faire croire que lier un petit peu les deux, parce que ça s'est passé à peu près dans les mêmes années, je crois que c'était 95 ou 96, Audrey Maupin, Florence Ray, et 94 pour Tuernay, donc le film était encore dans l'actualité. Et là par contre où c'est pas la presse qui a joué le jeu, où c'est vraiment ils se sont vraiment inspirés de ça, c'est la tuerie de Columbine en 99, où pendant qu'ils préparaient leur plan d'assassiner le maximum d'élèves dans l'école, le nom de code de leur plan, quand ils en parlaient entre eux, c'était NBK, et donc c'était Natural Born Killer. C'était un film qui les fascinait, les deux petits jeunes qui ont fait Columbine, Eric Harris et Dylan Klebold. Alors que pourtant... Tu connais même les noms là, bah bien sûr. Alors que pourtant, le message du film est presque le contraire. C'est-à-dire que si je voulais être un peu taquin, je dirais que le film a souffert un peu de ce que j'ai déjà mis en exergue dans ma petite pastille sur Mignonne. C'est-à-dire qu'en fait, on accuse le film de faire quelque chose que précisément il dénonce. Dans le cas de Mignonne, c'est la sexualisation des mineurs. Et là, dans ce cas-là, de Tuernay, c'est quand même un film dont le propos est de dénoncer justement contre les médias ouais. Qui ont tendance c'est Oliver Stone aussi, hein. Donc Oliver Stone il est très un côté engagé quoi. Exactement. Et puis Wayne Gale, donc Robert Downey Jr. est l'incarnation des médias dans le film, et ça se termine quand même par la mise à mort du type. Et lui il essaie de sauver sa peau en disant mais vous laissez toujours des gens derrière vous pour relater l'histoire, et Mickey lui dit bah oui mais là on a déjà quelqu'un pour relater l'histoire, c'est ta caméra. Et donc en fait ils mettent à mort les médias par ce biais là. Et puis on a cette réplique aussi à un moment donné où quand Wayne Gale va voir Mickey à la prison pour essayer de négocier cette dernière interview, il lui dit on a fait un numéro spécial de notre émission sur votre histoire à toi et à Mallory, et ça a fait une meilleure audience que Ted Bundy, ça a fait une meilleure audience que tous les grands tueurs en série américains, John Wayne Gacy, etc. Et Mickey le regarde et il lui dit et Charles Manson, et là Wayne Gale il dit non, Manson a fait une meilleure audience que vous, et Mickey le regarde et il lui dit ah, on peut pas battre le roi. Ouais. Et donc il y a ouais bien sûr c'est le Elvis finalement des tueurs en série, Manson, c'est le King. C'est vrai. Et donc il y a cette espèce de jeu où les médias sont présentés comme des pourritures, et face au meurtre qui est presque une sorte de pureté un peu dévoyée par ces médias qui en font quelque chose qui donne à tout le monde. Et d'ailleurs il y a une espèce de reprise dans ce film là, non qui n'est pas une reprise d'ailleurs, puisque j'allais dire on en a parlé dans notre émission de spécial film 99 et là c'est 94, mais en tout cas il y a le même jeu qu'il y a à la fin des Anges de Boston dont tu parlais, où à un moment donné il y a une scène où les médias vont demander à des gens de par le monde qu'est-ce que vous pensez de Mickey et Mallory, et on a des différents avis de gens pris dans la rue au hasard qui disent ah ben ils sont géniaux, ce sont mes modèles, ou alors c'est des pourritures. Pour faire un lien avec l'actualité, hein, on est en 2021, on est quasiment en novembre 2021, c'est comme en politique, hein, c'est que ce genre de truc, c'est soit on a les aficionados indécrottables, soit on a les mecs qui détestent à fond et faut pas leur en parler. Toujours le règne de la nuance. Quoi. Mais vas-y. Et alors pour moi, une des grandes qualités du film qui en fait un de mes films cultes que je place très 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 haut dans mon panthéon de cinématographique, c'est que le film a une ambiance qui est d'un romantisme absolument effréné. On parlait tout à l'heure de Sailor et Lula, dont le titre original était Wild at Heart, et c'est un film Tuernay qui est vraiment Wild at Heart, quoi. C'est l'amour total absolu. Exactement, et d'ailleurs qui reprend, alors là pour le coup c'est un des films qui l'appuie le plus, mais c'est une thématique qui est très présente aussi dans les films précédents dont on a parlé, le fait que pour pouvoir prendre la route, il faut se débarrasser des parents.
les parents qui la plupart du temps sont vus comme quasiment comme un vice dans ce système-là. Ça commence comme d'autres films dont on a parlé, hein. L'ennui, la petite nénette qui se fait chier. La balade sauvage et ce que tu disais, le père tue un chien. C'est Laure et Lula, on voit que la mère est complètement folle et complètement allumée. Et à chaque fois, il y a ce côté, les parents de la fille doit être sauvée par ses parents qui sont fous, par le type qui est une espèce de prince charmant qui vient l'emmener sur son destrier, du coup, qui est la voiture. Et dans Tueur-né, on a totalement ça. On a une espèce le film est très clipesque, donc on a une espèce de scène où Mickey rencontre Mallory chez ses parents et comprend que le père est incestueux, et donc il vient tuer le père et la mère dans leur lit, quasiment en pleine nuit, et enlever Mallory pour l'emmener et vivre une histoire d'amour avec elle. Le film reprend aussi ce dont je parlais tout à l'heure pour Taylor et Lula, c'est-à-dire l'ennui, donc déjà qui au départ, mais aussi qui vient au fur et à mesure de la cavale. C'est-à-dire que c'est marrant les premiers jours, et puis au bout d'un moment la nana finit par se lasser, elle en a marre. Et elle reproche presque au type de l'avoir emmené, alors qu'au départ, c'est assez présent dans Bonnie and Clyde aussi, ça, où Bonnie, au bout d'un moment, veut retourner chez sa mère, on a marre trop c'est trop, quoi. Trop de violence, trop de sang, c'est un peu ça. C'est assez marrant, j'ai l'impression que Tueur-né me fait un petit peu l'effet que te fait True Romance, c'est-à-dire que je ressens un peu pour Juliette Lewis dans Tueur-né ce que tu ressens pour Patricia Arquette dans True Romance, c'est-à-dire que dans la plupart des autres films, pour moi, elle est quelconque, mais dans ce film-là, t'as envie de vivre une histoire d'amour avec elle, quoi. Elle est extraordinaire, cette espèce de jeune psychopathe qui écrase des clopes à pieds nus, forcément. Ah ouais, elle est très chelou quand même. Hein, oui, par contre, dans le côté de fucked up de la nana, mais... Bon, vu qu'elle a... C'est ce que dit Woody Harrelson à un moment donné dans une scène, il dit je suis l'ombre et elle est la lumière et on se complète comme une sorte de yin-yang. Alors oui. Oui. Tu veux m'épouser? Bien sûr que je veux t'épouser. J'attends que tu me dises ça depuis si longtemps. Alors on va se marier? Ici mon bébé, c'est notre église. Elle est comme mon ombre, quoi. C'est-à-dire quand je danse, mon ombre sur le mur, c'est elle. Et donc il y a un côté finalement quasiment mystique dans ce film-là. D'ailleurs, dans la version longue du film, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas développé dans la version cinéma. Mais dans la version longue du film, on s'aperçoit qu'un des personnages est en fait un ange. Et c'est un personnage qui apparaît dans la première scène et on le voit disparaître, mais disparaître de l'image, et à la fin on s'aperçoit que c'est un ange. Et donc là, un petit peu comme dans True Romance, c'est le même genre de fin happy end. Finalement ils arrivent à s'en sortir, et ils ont des enfants et ils arrivent à fonder une famille, et ils partent vers d'autres cieux, et ils arrêtent de tuer. D'ailleurs, c'est la phrase de Mickey qui dit seul l'amour peut tuer le démon. Et finalement, c'est après avoir tué Wayne Gale qu'ils arrêtent de tuer. Donc c'est quand même un film qui t'explique que le démon, c'est les médias, quoi. Ah oui, clairement. Et puis oui, il y a... tu voyais je me souviens dans le côté clipesque, parce qu'effectivement c'est du montage très rapide comme ça. Très cut, ouais. Tu vois entre Robert Downey Jr., le journaliste à la con, c'est le diable en fait. Avec des cornes de diable, une cape rouge, et puis du sang dans la bouche qui dégouline de sang. Ils sont vraiment avides de ça. Pour moi, ce film est un chef-d'œuvre des années 90. Qui arrive justement à capter l'essence de ce qu'a été cette décennie, et sur la forme et sur le fond, et j'invite tous les auditeurs à voir ce film qui est une pépite pour le coup du cinéma américain. Et puisque on a déjà parlé donc de cette thématique qui était l'année 99, on vous la recommande, si vous n'avez pas écouté ça, c'est du bon, hein. Mais dans l'année 99, on parlait aussi de cette dernière décennie des années 90, qui était de poser la question du bien et du mal. On retrouve bien aussi la notion de bien et de mal dans tous ces films-là, hein, dans ces road movies amoureux. Presque une confusion finalement entre les deux, d'ailleurs, entre le bien et le mal. Une confusion, parce qu'il y a souvent, et je pense que là-dessus, l'Amérique étant en point dans ce qui peut être parfois très bien, mais surtout dans ce qui est très mauvais, montre bien que pour plusieurs films, soit c'est la conclusion, c'est la mort, soit c'est l'amour, et donc c'est les enfants.
Et il y a un côté, ça c'est la simplicité et le côté pèlerin qui est encore chez les Américains, et le côté bon sens qui consiste à dire ouais, on aime tellement la liberté, bah ouais, ça peut nous conduire au braquage, à la mort, à la quasi-folie, et puis en même temps, bah ouais, il y a une porte de sortie. C'est l'amour et c'est la famille, c'est les enfants. D'ailleurs, quand je disais qu'il y avait une confusion entre le bien et le mal, c'est que dans ces films, ce qui ressort, on a l'impression que c'est quasiment que le bien n'est qu'un mal excusable parce que transcendé par autre chose. Transcendé par l'amour et puis effectivement la perpétuation de la vie. C'est-à-dire que certes, ils ont tué, mais à la fin, ils fondent une famille, donc c'est beau, donc finalement, ils n'incarnaient pas le mal, alors que tout le long du film, ils ont tué et c'était des pourritures. Voilà, bah ça c'est... Ouais, merde, bah tu m'as donné envie de le revoir, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc... Revois-le. D'ailleurs, la bande originale est magnifique, il y a des musiques de Leonard Cohen dedans qui sont absolument superbes, et donc, sans vouloir divulgacher notre propre émission, une musique des Cowboy Junkies, une reprise de Lou Reed, de Sweet Jane de Lou Reed, qu'on va vous passer en générique de fin, et qui, pareil, donne lieu à une scène que je trouve d'un romantisme fou, où ils viennent de prendre la route, et Mickey est en train de pisser au premier plan, pendant que Mallory est derrière en train de danser sur le capot de leur décapotable, sous la voûte étoilée où passent des étoiles filantes, et elle raconte n'importe quoi. Elle explique des visions qu'elle a eues, enfin ça n'a pas de sens. Et Mickey l'écoute et il termine en disant ça c'est de la poésie. Et je trouve que c'est une scène qui résume absolument le sentiment amoureux, c'est-à-dire ta nana raconte n'importe quoi, mais à tes yeux c'est de la poésie. C'est de la poésie. Eh oui. On arrive sur la fin. Bon, pareil, moi je suis un petit peu plus sceptique sur le dernier film dont tu vas nous parler. Ouais, bien sûr, mais pour le coup, c'est un film que je ne loue pas forcément pour ses qualités cinématographiques, mais qui vient, je pense, conclure vraiment, boucler le cycle qu'on a entamé dans cette émission. Et on a commencé par du français. On termine par du français. C'est d'ailleurs un peu la synthèse de tout ce qu'on a dit. C'est le film de Virginie Despentes et Coralie Trinity qui s'appelle Baise-moi, qui sort en 2000, qui est une adaptation du roman de Virginie Despentes, qui était son premier livre, je crois d'ailleurs, son premier roman qu'elle a écrit à 23 ans. Qui est Lorraine, d'ailleurs. Qui est Lorraine, bien sûr. Nancy, hein. Exact. Tu fais bien Et la particularité de ce film, c'est que Despentes choisit de... Après, je sais pas si c'est une gloire non plus, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Non, mais bon. Ça c'est autre chose. En tout cas, moi, une raison pour laquelle Baise-moi est un film que je trouve au moins sympathique, c'est que c'est l'époque où elle faisait des trucs qui étaient authentiquement punk. Comme Gaspard Noé, ça a été leur première partie de carrière où ils faisaient des œuvres qui allaient jusqu'au bout du projet. Et là, Baise-moi, le parti pris est assez radical. C'est-à-dire qu'elle choisit de faire un film assez hard dans ce qu'il montre, à la fois sur le côté violent et à la fois sur le côté sexe. Et elle se dit quoi de mieux pour faire un film qui va jusqu'au bout de son idée sur le côté sexe que de co-réaliser le film avec une ancienne actrice porno, et de prendre un casting essentiellement composé d'acteurs et d'actrices porno. Donc on a les deux actrices principales sont Karen Lancôme et Raphaël Anderson, qui sont deux hardeuses. Et on peut citer aussi en vrac Yann Scott, Titoff, Sébastien Barillot, HPG, qui sont que des hardeurs. Comme l'univers de Despentes est aussi très musical, elle prend dans un second rôle Patrick Heudeline, et Jean-Louis Coste, qui fait une petite apparition à la fin dans une scène de boîte à partouze où il se prend le canon d'un flingue dans le cul, parce que bon, quand il y a Jean-Louis Coste à l'écran, il faut forcément qu'il se prenne un truc dans le cul. Et donc l'histoire de ce film, c'est... alors, on revient exactement sur la base qu'on a depuis le début, c'est-à-dire deux nanas qui s'ennuient, deux paumées qui s'ennuient, chacune dans son coin. Une qui passe ses journées à regarder des films porno et à se branler sur le canapé du salon, attitude qui insupporte sa colocatrice, et l'autre qui traîne avec des paumés, des tox, mais qui sont présentés comme des gens un peu sympathiques, le côté un peu clochard céleste, quoi, rebelle sans cause.
Et donc finalement ces deux nanas là, la première va se faire foutre à la porte de chez elle, et la deuxième pareil, elle a un copain tox qui va se faire tuer, enfin je sais plus exactement, mais en gros elles vont se retrouver un peu toutes les deux dans la merde à errer dans Paris, dans le Paris nocturne en plus, sans trop savoir quoi faire, et elles vont se croiser dans le métro par hasard, et c'est ce que tu disais, ça va être la rencontre de deux âmes qui vont devenir amis pour le coup, donc c'est pas vraiment un film amoureux, et en fait ces nanas-là vont décider de partir sur la route, de prendre une bagnole, de partir sur la route, et je crois qu'il y en a une qui a une bagnole mais qui a pas le permis, et l'autre qui a le permis mais qui a pas de bagnole, donc finalement elles se sont assez bien trouvées, et de tuer tout ce qui bouge finalement, et de baiser tout ce qui bouge à la fois. Et donc il y a une sorte de subversion de la nana qui se réapproprie un peu sa sexualité, tout en s'appropriant de manière un peu fallacieuse le phallus à travers le flingue, en butant et des types, et des nanas, et des bourgeoises, et un peu de tout, en gros tout ce qui leur passe sous la main. Et puis finalement, cette espèce d'équipée meurtrière va donner naissance et à une amitié un petit peu à la Thelma et Louise pour le coup, et à une espèce de fin un peu tragique, pas tout à fait à la Thelma et Louise, parce que là on n'est pas dans un auto-sabotage, on est dans une équipée qui n'a pas de but, donc qui ne peut mener que nulle part, mais il n'y a pas de volonté nihiliste de se détruire soi-même, c'est-à-dire qu'il y en a une des deux qui meurt, et puis l'autre je sais plus, qui se fait arrêter. Mais pour enfoncer le clou par rapport à ce que je dis tout à l'heure, c'est que c'est deux femmes. Donc en fait, quand c'est un homme et une femme, la possibilité de s'en sortir, c'est de fonder une famille. Quand c'est deux femmes, exactement. Bah non. Désolé mesdames, mais oui, messieurs, non, mais voilà, c'est... Comme disait l'autre, même avec beaucoup d'amour, ce qui en sort n'ira jamais à la maternelle. Bah oui, donc voilà. Et donc en tout cas le film est sorti en 2000, il a une esthétique aussi très VHS, je sais qu'elles avaient que Virginie Despentes et Coralie Trinity avaient fait comme parti pris aussi de tout tourner en lumière naturelle. Ouais. On est quasiment dans le dogme 95 avec ce film là, et donc ça avait un petit peu décontenancé les producteurs qu'elles cherchaient à l'époque, mais finalement elles avaient réussi à faire ce film. Le film avait fait une énorme polémique, un petit peu, le seul qui les avait soutenus c'était Gaspard Noé, quoi, donc c'est pour dire que c'est le truc c'est du porno, quoi, donc c'est cru, quoi. Je me souviens, il y a une scène de viol, mais c'est pas une scène de c'est joué, mais c'est pas simulé, quoi. C'est ça, voilà, c'est une scène de viol avec des vraies pénétrations, voilà, qui pourrait presque s'apparenter dans une mesure différente, mais à la scène de viol de Irréversible, c'est-à-dire que c'est une scène de viol qui montre vraiment la réalité du viol dans tout ce que ça a de plus cru, qui est insoutenable, ça hurle, enfin c'est pas une scène sur laquelle on peut prendre du plaisir, malgré le fait que, ou à moins d'être vraiment tordu, mais malgré le fait que y ait des vraies pénétrations. Et alors pour le coup, il y a une image iconique dans ce film qui est ressortie quasiment par hasard, qui est l'image de Karen Lancôme en petite tenue, en culotte et soutien-gorge, en train de braquer son flingue devant un miroir, et qui était une improvisation d'ailleurs sur le tournage, et qui est restée, qui avait été reprise à la Taxi Driver, exactement, qui avait été reprise par tous les grands médias, et d'ailleurs au départ c'était pas l'affiche prévue du film, mais pour la distribution étrangère c'est quasiment devenu l'affiche du film, et c'est peut-être un des derniers road movies à ce point iconique et à ce point radical, au point d'avoir fait scandale réellement. Parce que les road movies qui sont finalement postérieurs à ça, que j'ai cités, genre La fille du 14 juillet, Saint-Amour, c'est pas des films qui ont fait scandale, quoi. C'est des road movies sympathiques. Le road movie d'amour et de mort, peut-être n'est plus possible au XXIe siècle. Et il est possible que le dernier film qui a été fait de cette nature-là ait été fait précisément en 2000, au moment où le XXe siècle s'éteint et où le XXIe siècle commence. Et en France. Et en France. Et finalement, c'est ce que je te disais quand on a préparé l'émission, c'est que si on veut faire la boucle de Bonnie and Clyde à Baise-moi, on va de l'histoire d'amour à l'histoire de sexe, et on va quelque part de Roméo et Juliette à la triple anale, quoi.
Et donc c'est finalement... Quelle chute. Quelle chute, avec entre-temps tout le passage des années 90. Et donc tout le passage, tout le nihilisme punk qui est passé par là. Et je pense qu'on passe vraiment de nos futurs, mais c'est pas grave, à nos futurs et nos present finalement. Et on va conclure là-dessus, parce qu'en plus voilà, on a bien bouclé la boucle. C'est ça. Mais ce que je trouve triste, là je parlais pour franco-français, ce que je trouve triste c'est que malheureusement, alors il est clair que je ne pense pas, parce qu'on a parlé de Sailor et Lula, True Romance, Tuerney, même Thelma et Louise, il y avait peut-être cette fraîcheur, même si c'est un peu crade, mais cette fraîcheur de l'Amérique, de l'usine à rêve, qui consiste à montrer la violence, mais aussi, pour certains, pas tous, mais aussi une échappatoire. Et malheureusement, le côté, notre putain de réalisme français, notre volonté de vouloir absolument coller à la réalité. Esthétiquement, baise-moi, c'est Ciao Pantin, quoi, dans l'esthétique. À la fin, on en revient toujours à non, il faut que ce soit sombre, il faut que ce soit triste, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit journalistiquement et authentiquement, tu vois le truc. Mais c'est là où Pierrot le Fou, j'en parlais tout à l'heure, avait des couleurs éclatantes, était un espèce de feu d'artifice de couleurs, comme les années 60-70, et baise-moi, et pas très saturé en termes de couleurs, c'est très, au contraire, c'est presque monochrome. Ça se termine même dans les Vosges, non ? Il n'y a pas de la neige à la fin ? Oui, si, ouais. Ça se termine dans les Vosges, exact. Comme quoi, c'est vraiment local, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'effectivement, même sur le plan de l'esthétique, de Pierrot le Fou à Baise-moi, on voit un affadissement de ce qu'a été aussi la réalité de notre époque, quoi. Voilà. Bah écoutez, chers auditeurs, on espère que cette thématique vous aura plu. Moi je pense que vraiment cette idée de road movie, amoureux ou pas, bon voilà, c'est vraiment road movie amoureux, ça dégage vraiment, à mon sens, une forme un esthétique très particulier. C'est l'esthétique de l'évasion. Ouais, c'est l'évasion. On parlait de la liberté, c'est l'esthétique de l'évasion. C'est l'intensité, c'est l'amour absolu, c'est la rebellitude avec des figures rebelles à Elvis, c'est peut-être le bon côté du déracinement. Déracinement nécessaire à un autre enracinement qui est du coup la fondation d'une famille, mais... Le fait de s'arracher au milieu familial, ce qui est tout à fait normal, quoi. C'est le fait de s'arracher à sa famille pour en fonder une autre. Exactement. Et voilà, donc si vous aimez le goût du danger, le défi face à l'autorité, bon, c'est tout à fait normal de défier l'autorité à un moment de sa vie. Hein. Bien sûr. Et puis l'aventure individuelle, on l'a dit, hein, c'est le romantisme. Le romantisme, ce western des temps modernes. Bon bah voilà, regardez ces films qui sont quand même des bons films, avec, on est d'accord, certains qui sont bien meilleurs, c'est sûr. Bah voilà, en tout cas, merci mon ami Louis. Mais c'est moi qui te remercie, FX. Et comme d'habitude, hein, vous connaissez la musique. Déjà, on vous invite à écouter les précédents moteurs. On vous invite à mettre un pouce bleu, un commentaire, ça coûte rien, à nous aider, même si le cœur vous en dit, sur Tipeee, à vous abonner, partager, etc. Et on va terminer, tiens, tu en as parlé, donc on va terminer avec une musique que tu as choisie. Les Cowboy Junkies, Sweet Jane, reprise de Lou Reed et du Velvet Underground, puisque Sweet Jane était un morceau de Lou Reed avec le Velvet, en version beaucoup plus douce, beaucoup plus planante, utilisée dans cette scène absolument romantique de Tuerney. Avec ce morceau, on termine sur de la douceur, parce qu'il nous faut un petit peu de douceur quand même. Donc les Cowboy Junkies, comme tu l'as dit, la vie commence toujours demain, se vit intensément, et au Lakers.